En fait, pourquoi on l'a choisi ce thème? Juste une petite explication. Le concept de la résilience est un concept fondamental aujourd'hui parce que le monde dans lequel nous vivons est un monde caractérisé par les ruptures technologiques, les chocs. On a vécu tous le choc de la pandémie. Et donc, on a compris qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est un enjeu de résilience face au changement, face au choc, et la capacité de tout système économique à rebondir après un choc, qu'il soit exogène ou endogène. Donc l'idée, aujourd'hui, le système financier tunisien vit ces ruptures, vit plusieurs chocs, pas un seul choc, et doit réagir face à ces chocs-là. Et donc l'idée peut-être fondamentale, c'est de choisir deux contraintes. Et on a choisi la première contrainte, c'est la contrainte digitale. Et la deuxième contrainte qu'on a choisie, c'est l'entrée sur la scène de la finance durable. Et aujourd'hui, le système financier tunisien doit conjuguer les deux contraintes pour trouver un nouvel équilibre. Et donc, ce panel, cette table ronde, son objectif, c'est de répondre à cette question. Comment, face à ces chocs multiples, le système financier tunisien peut sortir plus performant et plus résilient et peut préparer les chocs à venir, parce que les ondes de choc vont continuer et on ne peut pas anticiper à l'avance la nature de ces chocs-là. Donc, pour débattre de ce thème, nous avons le plaisir et le privilège d'avoir parmi nous trois experts qui connaissent très bien le système financier tunisien, son mode de fonctionnement, ses atouts, mais aussi ses points faibles peut-être, ses sources de fragilité. Et donc, les trois intervenants, le premier, c'est professeur Hedi Larbi, professeur à Sciences Po à Paris, professeur associé à Harvard Kennedy School et bien sûr ancien ministre de l'économie, de l'équipement, de l'aménagement du territoire et du développement durable. La deuxième intervenante, c'est Madame Hanen Benayed Rouba. Elle est docteure de l'Université de Paris 1 Sorbonne. Elle est formatrice consultante en RSE développement durable et experte en reporting ESG. Et elle a une grande expérience dans l'accompagnement des institutions financières tunisiennes dans la transition verte, on va dire. Le troisième intervenant, c'est M. Kerim Hajjeji. Monsieur Kerim, il a une expérience internationale phénoménale dans la digitalisation du secteur bancaire et il est basé à Londres et il est, on va dire, le chef d'orchestre de la digitalisation d'une grande banque espagnole, la Standard Banco. Oui, Stand. Voilà. Donc, sans tarder, et après avoir présenté mes trois intervenants, ma première question aux trois intervenants, pourriez-vous nous présenter votre diagnostic du système financier tunisien? Quels sont ses atouts aujourd'hui et quelles sont ses limites? Et au vu des évolutions et des chocs que vit le système financier tunisien, quelles sont, d'après vous, les menaces et les opportunités pour tous les acteurs de la finance en Tunisie? Ma première question, je l'adresse tout d'abord à M. Hedi Larbi. Très bien, merci beaucoup. D'abord, une petite question. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien, merci. Voilà. Deuxième remarque, je m'excuse, j'ai une grippe carabinée, donc j'ai la voix un peu cassée. Vous allez m'excuser si je tousse de temps en temps ou si vous m'entendez pas, faites-moi signe. Bonjour d'abord à tout le monde, à toutes les participantes et à tous les participants. Mes remerciements à l'équipe organisatrice de cet événement. Je dois avouer qu'il faut être animé de beaucoup de courage, beaucoup de volonté et de croyance de organiser ce genre d'événement en ces moments de multiples chocs. Et puisque
vous avez parlé de chocs. Je pense qu'effectivement, c'est des chocs multiples. Mais pour moi, je vais regarder un peu le secteur financier d'un point de vue économique et non pas du point de vue du financier pur. Parce que le secteur financier pour une économie nationale, c'est d'abord, est-ce qu'il est capable de financer les besoins de l'économie et est-ce qu'il le fait à des coûts relativement raisonnables, je dirais, et est-ce qu'il le fait d'une façon efficace et effective. C'est ça l'économie. Donc on peut, à ce moment-là, la digitalisation, la manière d'utiliser ces ressources devient quelque chose qui sert d'abord un objectif premier, c'est celui de financer l'économie nationale. Est-ce que le système financier finance bien, correctement l'économie nationale et est-ce qu'il le fait d'une façon efficace? Voilà, en gros, je reprendrai un petit peu vos questions par la suite très rapidement. Juste une petite remarque. Si on me demande quel est le choc le plus important que subit le secteur financier en Tunisie, je dirais c'est d'abord un choc interne, réellement endogène. C'est un choc politique. L'essentiel de l'économie tunisienne aujourd'hui ne fonctionne pas correctement. Ce n'est pas uniquement à cause des chocs exogènes, extérieurs, etc. Elle est d'abord interne. Et tant qu'on n'a pas réglé nos problèmes internes, les chocs externes ne font qu'exacerber et ne font qu'aggraver la situation. Donc, on ne faut pas commettre toutes les causes et toutes les raisons. C'est les problèmes extérieurs, c'est les problèmes de la guerre, c'est la pandémie, c'est ceci, c'est cela. Tout cela, tous ces chocs sont arrivés alors qu'on s'est créé notre propre choc qu'on n'a pas encore réglé. Donc ça, je crois qu'il faut qu'on se le mette dans la tête. Et ce n'est pas la digitalisation qui va régler notre problème de choc interne. Elle aiderait à faciliter, à rendre plus efficace, etc. Mais tant qu'on n'a pas réglé ce problème interne, on risque de continuer malheureusement à souffrir ou à avoir des difficultés. Alors, concernant le secteur financier, j'étais très étonné en regardant un petit peu sur le plan économique, encore une fois, c'est quand même un système qui est relativement résilient. Résilient, c'est-à-dire qu'il a su faire face aux difficultés internes depuis à peu près une quinzaine d'années. Et à chaque fois, il s'est adapté et il a réussi à générer des ressources dont l'économie a besoin. Ça va probablement choquer, poser des problèmes en disant mais c'est pas possible, etc. Évidemment, vous le voyez, ne serait-ce que dans les annonces, dans les journaux, on dit ah, le produit net brut des banques a évolué de 15%, il a atteint 6 milliards en 2021 et donc ils se font beaucoup d'argent. On va essayer de aussi décortiquer ce mythe-là, parce qu'il y a un mythe où les gens croient que les banques sont en train d'exploiter une situation qui est relativement difficile pour les uns et les autres, ce qui est tout à fait vrai. Mais est-ce que c'est une exploitation raisonnable ou pas? Ça, c'est toute la question à laquelle je vais essayer de répondre. Pourquoi je dis que c'est résilient? D'abord, malgré les difficultés, la pandémie, les chocs avant de 2010, etc., il continue à collecter des dépôts de 8 à 10% par an. C'est énorme, c'est pas mal. Alors que si, pourquoi je dis que c'est beaucoup? Parce que si vous regardez l'épargne nationale de la Tunisie, vous prenez tout le pays, secteur public, privé, tout ce beau monde-là, l'épargne nationale a baissé à peu près de 22% du PIB au début de 2010. Elle n'est plus que de 6 à 7% aujourd'hui. Or, l'épargne nationale, c'est ça ce qui explique et qui permet de financer l'investissement et le développement du pays. Donc, en réalité, nous n'avons pas de quoi financer le développement. D'où ce que vous voyez comme endettement. Et si vous me dites pourquoi l'épargne a aussi baissé, eh bien malheureusement, l'épargne a baissé parce que l'épargne de l'État en tant qu'État tunisien, avant, il était aux alentours de 10 à 11% du PIB. Depuis 4 ans, il est négatif. C'est-à-dire l'État consomme plus qu'il peut, je dirais, produire, beaucoup plus qu'il peut produire. Alors que les ménages, vous et moi, et les entreprises, malgré les difficultés, ont continué à travailler, à produire, à dégager une épargne. Donc en fait, on a augmenté l'épargne presque, je dirais, privée, mais c'est l'épargne publique qui a énormément baissé, d'où on a un taux d'épargne très faible. Et c'est pour ça que ça explique
en fait, que les banques continuent à avoir des dépôts qui augmentent d'année en année. Donc, c'est pas mal. Ils ont réussi à collecter pas mal, je dirais, de dépôts. Et ces 8% qui évoluent par an, c'est pas loin des autres secteurs, comme le Maroc, la Jordanie et d'autres pays. Donc, en fait, les Tunisiens ont continué à produire malgré les difficultés et les situations relativement difficiles. Ça choque peut-être un peu certaines personnes parce qu'ils le voient que d'un côté purement financier, alors que nous, on le voit du côté économique. Deuxième chose, il a réussi à financer l'économie à hauteur de pratiquement 80% du PIB. C'est pas mal du tout. Sí, ya os he dejado una sala para, bueno, para los 5. Allô? On vous entend, Sihed. Il y a un petit problème de bon. Oui. Alors, je disais que il a continué à financer l'économie. Quand je dis l'économie, c'est-à-dire les entreprises, les ménages et les autres acteurs hors État. Ça, c'est un autre problème. Et il finance l'économie à hauteur pratiquement de 80%, avec une évolution relativement de 7 à 10% par an. Donc, il a continué à jouer son rôle de ce point de vue-là, si vous voulez. Hein. Et ce n'est pas loin non plus. Le Maroc n'est qu'à 76%, la Jordanie est à 82%. Donc, il a réussi à continuer à financer les besoins de l'économie. Je n'ai pas mis l'État dans ce que j'appelle un petit peu le concours à l'économie. Et ça, c'est pas mal. Il a évolué aussi, il a continué à croître et à fournir le financement. Je sais qu'il y a beaucoup de demandes qui disent « Ah oui, mais il ne finance pas les PME. Ah oui, mais quand on fait une demande de crédit. » Ça, on va y revenir pour l'expliquer d'une autre façon. Et enfin, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est très important, la marge, malgré les difficultés et le manque justement de demandes relativement solvables, il a continué à avoir une marge relativement, je dirais, aisée. Mais cette marge, contrairement encore une fois à ce qu'on pense, elle n'est pas faite parce qu'il prête à l'État à des taux relativement élevés, 9 et 10%, les bons de trésor, surtout à court terme. Pas du tout. Il fait de la marge parce que, à cause essentiellement des crédits qu'il donne aux particuliers et aux entreprises, et surtout aux commissions. Et là où le bas blesse de notre secteur, c'est-à-dire qu'en fait, tous les services que fournit le secteur bancaire sont rémunérés et à des taux relativement élevés. C'est là le problème. Le problème, ce n'est pas qu'il finance l'État et il gagne beaucoup d'argent sur le dos de l'État, pas du tout. Les revenus générés par cette augmentation de prêts ou de crédits à l'État ne contribuent même pas à 15% de ses revenus nets. Les 85% proviennent effectivement des emprunts qu'il donne, des crédits qu'il donne aux particuliers, aux entreprises et surtout des commissions. Vous allez faire un virement, ils vous prennent une commission. Et vous allez faire un petit transfert même entre comptes internes, ils vous prennent une commission, etc. Donc en fait, c'est le coût de fonctionnement de ce secteur par rapport aux particuliers et par rapport aux secteurs économiques qui pose un problème et non pas. Alors, les problèmes, vous avez vu les défis. Pour moi, très rapidement, le gros problème de ce secteur, c'est que d'abord, c'est un secteur atomisé. Il est essentiellement dominé par des banques. Donc, ce n'est pas un secteur financier au sens qu'on trouve dans pas mal d'autres pays. C'est-à-dire qu'il y a des banques, il y a des sociétés d'assurance, il y a une bourse, il y a des fonds d'investissement, il y a des fonds de capital risque, etc. Il n'y en a pas de tout ça. Il y a très, très peu. C'est même pas 3% du PIB. Tout le reste. Et les 96, 97, c'est les banques. Donc, ce n'est pas un système relativement diversifié. Il n'y a pas beaucoup de choix pour je dirais, les acteurs économiques et les particuliers que de s'adresser aux banques. Et évidemment, c'est un secteur relativement risqué parce qu'il n'y a qu'une seule source et elle se finance exclusivement, quasi exclusivement des dépôts. Son deuxième problème, c'est qu'il commence à avoir un risque systémique sérieux parce que, au cours des dernières années, l'essentiel des crédits, ce n'est plus uniquement au secteur économique, mais c'est surtout à l'État. L'État, les demandes de l'État sur le secteur bancaire a augmenté d'à peu près 18% par an au cours des 5 dernières années, alors que le reste de l'économie, c'est un peu moins que la moitié, c'est du 7-8%. Donc en fait, les banques sont de plus en plus des financiers de l'État lui-même que des activités économiques. C'est ce qu'on devrait avoir. Le secteur financier doit d'abord financer les activités économiques pour la croissance, l'emploi, etc. Et je crois que ça, c'est important. Et là, il y a un deuxième risque, c'est que le risque d'éviction du secteur privé, parce que
l'État est toujours là à demander beaucoup plus de crédit que le reste de l'économie. Donc, c'est un secteur atomisé, non diversifié, avec un risque systémique sérieux. Il y a un problème de transfert plus de ressources vers l'État que vers les activités économiques. Et le troisième problème, c'est évidemment l'accès au financement par les PME. Moi, j'ai une autre philosophie sur les PME, ayant travaillé sur d'autres pays, parce qu'on ne finance pas les PME. Le problème du financement de PME, je veux vous le dire, c'est quoi? Le premier, c'est que vous n'avez pas beaucoup de PME. Nous avons des micro-entreprises. Ils n'ont pas de comptabilité. Et ils n'ont pas d'informations pour n'importe quel financier pour qu'ils puissent voir est-ce qu'on peut leur donner un prêt ou pas. Et ça, je pense qu'il faut le comprendre. On ne peut pas tout simplement crier en disant « Ah oui, mais ils ne financent pas les PME ». Quelles sont les PME qui sont capables de présenter un dossier à peu près potable avec une comptabilité et avec des comptes financiers sur lesquels vous êtes financier. Vous savez très bien qu'on ne peut pas donner des crédits à n'importe qui. Et c'est normal, sinon on sera foutu. Et donc, je crois que, par contre, ce que nous n'avons pas fait depuis des années, on l'a dit, essayer d'aider d'un côté les entreprises à se structurer, à s'organiser, à se doter justement du système financier, de faire des business plans pour qu'ils puissent accéder à ces financements, mais surtout aider les banques à créer des départements PME dans lesquels il y a des vrais spécialistes de PME. Qu'est-ce que c'est qu'une PME? Bon, c'est une petite une entreprise, mais qu'est-ce que c'est? C'est une entreprise qui fait une activité. Moi, banquier, si vous voulez que je donne du crédit, il faut que je connaisse et l'activité, que j'ai un business plan, que je suis capable de le vérifier et je suis capable de dire est-ce qu'elle peut y aller ou elle ne peut pas y aller. Sinon, il faut que je lui donne des conseils techniques et des conseils financiers pour que l'entreprise puisse justement améliorer à la fois sa stratégie, mais aussi mettre en place les actions qu'il faut pour améliorer sa rentabilité et avoir plus de marché, sa compétitivité et donc réduire ses coûts, développer ses marchés et ainsi de suite. Beaucoup de pays ont mis ça en place, ils ont aidé les banques à se doter de cette capacité, ce que nous n'avons pas fait malgré les aides à droite et à gauche. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc ça, je pense que c'est un problème, un point noir, où on n'a pas essayé d'aider à développer les PME, moyennant d'un côté le rôle de l'État pour les soutenir à se structurer, à s'organiser. Ne comptez pas trop sur l'État tunisien à faire ça, hein. Ça, je vous le dis, je l'ai fait, je l'ai expérimenté. Par contre, essayons de mettre en place, par exemple, des consultants, des bureaux d'études, etc. Et mettez une ligne de crédit pour aller aider les entreprises. On l'a essayé dans le programme d'appui à la restructuration des entreprises. Ça a très bien marché. Mais l'administration ne sait pas le faire. Il faut éviter que ce soit l'administration. De l'autre côté, aider et obliger les banques à se structurer et à mettre en place des départements de soutien aux PME avec les spécialistes qu'il faut. L'autre problème, probablement, c'est comment, justement, aider les entreprises à adopter, je dirais, la bonne philosophie de transformation digitale. Mes collègues qui vont parler après, ils sont beaucoup mieux placés que moi pour en parler. Ça sera probablement une autre question. Mais en gros, voilà ce que je peux dire pour le moment sur les activités, sur le secteur financier et ses problèmes, je dirais, et sa capacité de résilience. Voilà, merci beaucoup. Merci, Silhedi. Donc, la bonne nouvelle annoncée par Silhedi, c'est qu'aujourd'hui, on a un système résilient. Après le diagnostic, il reste un diagnostic mitigé et on va se poser le pourquoi de la chose. Donc, je cède la parole à Madame Hanen, juste à côté de moi, pour faire son diagnostic du secteur financier. Bonjour tout le monde. Donc tout d'abord, je profite aussi pour remercier toute l'équipe organisatrice pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous pour apporter quelques éléments de réponse par rapport à cette thématique de la résilience. De mon côté, je vais le faire du prisme de la durabilité et sous un autre angle, celui de la finance durable, avec tout ce qu'elle impose aujourd'hui au secteur bancaire en termes de challenges et de défis à relever. Oui, il y a beaucoup de défis. Donc, si je vais faire un diagnostic rapide par rapport à où on est aujourd'hui, par rapport à ces nouveaux enjeux ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, je dirais qu'aujourd'hui, le système bancaire a l'opportunité, vous avez présenté tout à l'heure la finance durable comme une contrainte,
Je préfère la présenter comme une opportunité aujourd'hui, une opportunité pour se réinventer et pour accompagner notre système économique, nos entreprises, nos clients. Le secteur bancaire a l'opportunité et a la possibilité en fait d'avoir beaucoup d'impact et d'être la locomotive aujourd'hui pour créer le changement au niveau de tout l'écosystème et au niveau de toute sa sphère d'influence. Donc tout d'abord à travers sa propre adhésion et c'est propre par la mise en place de politiques RSE, ESG à son niveau, au niveau de son fonctionnement, mais surtout au travers de l'intégration des critères ESG dans ses politiques de financement et d'investissement. Et là, il y a beaucoup de chantiers à aborder et auxquels on doit s'attaquer et où le système bancaire doit s'attaquer rapidement, fort heureusement, et voilà la lueur d'espoir. Aujourd'hui, j'ai eu la chance en fait de travailler avec différents acteurs, différents régulateurs. Je cite la Bourse de Tunis, la BVMT en fait, avec qui on a travaillé sur un guide de reporting extra-financier, un guide de reporting ESG pour le compte des entreprises cotées, notamment les entreprises du secteur bancaire, et qui permet en fait de guider les entreprises de façon générale et le secteur bancaire tunisien en particulier dans le reporting et dans la mise en place de stratégies RSE. Mais aussi, j'ai été honorée d'accompagner la Banque centrale dans la mise en place de stratégies RSE en son sein. Et qui dit Banque centrale dit le régulateur du secteur financier qui donne ainsi en fait la couleur ou l'orientation à laquelle on aspire aujourd'hui au niveau de notre système financier. Donc ces deux éléments que je viens de citer montrent que notre écosystème, il a pris conscience en fait de l'importance de ces enjeux-là et de l'importance de l'intégration, de la durabilité dans la philosophie, dans la culture, dans l'offre et dans l'accompagnement des clients des secteurs du système bancaire et du système financier. Alors vous avez parlé tout à l'heure de risques, et là c'est vrai que oui, il y a des opportunités, mais il y a des risques de ne pas être prêt, des risques de ne pas être formé, des risques de ne pas aujourd'hui saisir en fait ces enjeux à leur propre valeur. Aujourd'hui, il y a une réglementation européenne qui s'intensifie de plus en plus en lien avec les engagements RSE de tous les acteurs de la chaîne de valeur des entreprises européennes. Et si rien n'est fait aujourd'hui, les entreprises de l'économie tunisienne, notamment qui travaillent, qui ont des fournisseurs, même s'ils ne sont pas totalement exportatrices, même pour toutes les autres, si aujourd'hui elles ne se dotent pas de stratégie RSE et de feuilles de route claires, et s'ils ne mettent pas aujourd'hui des actions concrètes pour se conformer à ces exigences réglementaires qui nous viennent notamment de nos partenaires étrangers à l'échelle internationale, seront privés en fait de ces relations et de ces opportunités d'expansion. Et je reviens à notre secteur bancaire. Là, le secteur bancaire, il peut jouer le rôle de locomotive et accompagner ses clients dans cette transition équitable et durable au travers de ces différentes fonctions de financement et fonctions d'investissement. Je vais peut-être rajouter un dernier point par rapport au rôle joué, par rapport à la relation avec la PME, effectivement. Et c'est vrai que le secteur bancaire aussi, il a ce rôle-là d'accompagner les toutes petites entreprises au travers de l'éducation financière et au travers de produits facilités notamment via la FinTech pour destiner donc à accroître l'inclusion financière. Ce qui est rassurant, c'est que plusieurs banques quand même commencent à le faire aujourd'hui. Ils ont pris en fait la mesure. Je travaille avec plusieurs acteurs du secteur et c'est ce que j'observe tous les jours sur le terrain. Il y a une prise de conscience de l'importance en fait de cette relation à établir avec les PME, les toutes petites entreprises, et il y a des actions concrètes qui se mettent en place aujourd'hui pour accompagner cette population-là, notamment au travers de l'éducation financière qui est un grand chantier.
Voilà, j'espère avoir fait le tour et je détaillerai par la suite d'autres éléments. Merci. Merci. Donc maintenant, on va donner la parole à M. Kerry pour son propre diagnostic. Bonjour tout le monde et merci de m'avoir invité à ce séminaire. Merci Sylhed, et j'ai dégusté vos paroles parce que finalement vous complétez un peu ma vision de banquier à l'étranger. Je vais compléter ça et puis je vais aussi préparer, si j'ose dire, un peu les thématiques de la digitalisation de la finance durable. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais donner pour compléter les deux autres intervenants, ma vision, mais vraiment vue au travers le standard, on va dire, américain, asiatique et européen. Alors, par rapport aux forces, et je suis totalement d'accord avec Zied, et c'est l'une des beautés, pas uniquement d'ailleurs du système bancaire, mais beautés de la Tunisie qui est extrêmement résiliente, c'est la résilience. Donc, le système bancaire a traversé beaucoup de crises, macro, économiques, politiques, sectorielles, parfois même environnementales. Quand on a des années de sécheresse pendant plusieurs années de suite, comme c'est arrivé en Tunisie. Alors, vous imaginez un peu tous les aspects sur l'économie, hein, que ce soit au niveau du secteur de l'agriculture, mais sur le reste de l'économie. Donc, il faut tirer vraiment le chapeau à ce système-là. Il a été résilient. Après, je citerai deux forces quand même. L'une a été citée par Sihed. Il y a quand même, par rapport au standard international, une bonne grasse marge de taux d'intérêt et de commission qui est appliquée. Alors, on ne va pas débattre de ça, je ne suis pas critique, mais il faut savoir qu'elle est beaucoup plus confortable pour les banques tunisiennes que le secteur européen, par exemple, et qui, normalement, devrait aider un peu à la rentabilité des fonds propres et la bottom line, pour peu qu'on maîtrise les coûts et le risque. Et enfin, la troisième force complémentaire, et je vais pas répéter ce qui a été dit, c'est la main-d'œuvre. En Tunisie, y compris dans le secteur financier, on a une main-d'œuvre qualifiée et qui présente un très bon rapport qualité-coût, pas uniquement au standard international, mais même pas par rapport à la région. Hein. Par exemple, par rapport au Maroc, on a une force intellectuelle et de travail qui est relativement bon marché. Les faiblesses, pour compléter, d'abord, c'est un marché réduit, la Tunisie. Hein, on n'est pas, si on regarde un peu le potentiel marocain ou le potentiel nigérien, et malgré ça, on se débrouille bien. Mais bon, d'abord, comprenons que c'est un marché réduit. Comprenons aussi que c'est un marché surbancarisé. Hein, il y a beaucoup d'acteurs. Et donc, il faut partager des marges. Je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il y a quand même une partie des flux financiers, du levier financier qui est orienté vers des secteurs, des entreprises, soit déficitaires, soit publiques, et quelque part, les banques sont obligées de financer des véhicules qui sont malades ou faibles par rapport à d'autres secteurs qui peuvent être un peu plus rentables. Bon, alors, on se rappelle des secteurs historiques, touristiques, ou les banques publiques, les entreprises publiques. Bref, il y a un problème d'orientation des leviers financiers de par les banques vers des secteurs d'activité qui gagnent à être équilibrés vers une croissance plus durable et vers des véhicules de croissance plus certains. On reviendra sur le secteur des PME. Et puis, il y a des risques de bilan aujourd'hui, que ce soit ces risques sont mesurés ou non mesurés, provisionnés ou non provisionnés. Plus important, c'est certaines banques publiques que d'autres. Et puis, une faiblesse aussi, c'est les produits financiers qui, à mon avis, gagneraient quand même à être un peu plus sophistiqués. On a les produits financiers de base. Quand il s'agit d'investissements, si demain on veut lever des investissements, il y a un thème qui m'est très cher, c'est de la diaspora, par exemple, qui a un patrimoine extrêmement grandissant et qui aujourd'hui présente 2 fois, vu les dernières statistiques, que le secteur touristique. Il faut peut-être un peu plus sophistiquer les instruments financiers mis à leur disposition. Alors, ces forces et ces faiblesses créent des opportunités. La première, et je me sens un peu plus libre d'aborder un thème délicat, c'est
je pense qu'il faut créer des champions bancaires. Je pense qu'il y a des sacrifices à faire. Et je pense qu'on peut le créer sans faire trop de destruction sociale, si j'ose dire. Je pense que quelques banques gagneraient à merger. Cela permettra d'avoir plus de moyens en matière de capital, de faire des synergies des coûts pour peu qu'on trouve des solutions sociales acceptables par toutes les parties et de dégager surtout les capacités de financement pour la croissance, pour la digitalisation et pour faire face aux défis technologiques. Je ne vois pas comment on peut rester tous petits comme ça. Vous parlez de la finance durable, ça se finance. Hein. Ce qui a été dit précédemment sur la réglementation, je peux vous assurer qu'avoir une réglementation conforme au standard international, c'est pas donné. Donc, comment il faut, alors que normalement, ce qui est nécessaire pour la banque A est le même pour la banque B, et donc on peut quand même si on fusionne pas, on fusionne les moyens et on fait des plateformes bancaires communes. Et donc, moi, je suis partisan pour que les banques, le secteur financier, puissent explorer la capacité. Alors, il faut faire un white labeling, il faut faire des GIE, des groupes d'intérêt économique communs, etc. Mettre des moyens communs, surtout pour le futur. Le financement de la technologie. Le passé, c'est la legacy, il faut démanteler, on sait tous, il y a des résistances, l'informaticien en chef ne veut pas, il vous jure la main sur le cœur, c'est le meilleur système, blablabla. Mais surtout pour le futur, je crois que c'est assez intelligent de mettre en commun des capacités pour le futur. Et d'ailleurs, si on le met en commun, et ça c'est notre opportunité, je pense qu'on peut le monétiser sur le marché international. On l'a fait sur le textile il y a des années. Pourquoi ne pas le faire sur les services bancaires? On peut tenir un back-office, on peut tenir une comptabilité bancaire, on peut faire de l'AML, tout ça c'est des processus qui sont simples. Et moi, en tant que banque européenne, je suis content de trouver quelqu'un qui peut le faire bien, selon mes standards, et qui me divise le coût par deux. La Tunisie peut faire ça, elle a les moyens, mais une banque seule, il faut un mix de connaissances fonctionnelles, de connaissances bancaires, plus technologiques, plus un bon rapport qualité-prix. Et je pense que ça, c'est une opportunité pour le secteur financier tunisien. La finance durable et la digitalisation, c'est une opportunité. On y reviendra tout à l'heure plus en détail, j'espère. Je pense aussi qu'il faut, je reviens sur la diaspora, il faut vraiment remettre à niveau les services pour la diaspora. Il ne s'agit plus de grand-papa qui va acheter finalement sa maison de retraite en Tunisie. Il ne s'agit plus uniquement d'envoyer des flux financiers pour les aides familiales. Ça, c'est vrai. Et c'est une grosse partie de ça. Donc, ça aussi, il faut remettre du service, il faut digitaliser les moyens de paiement, il faut être capable de présenter des coûts, des taux de conversion dignes avec un spread qui est assez réduit, pas large comme ça. Mais aussi le patrimoine. Je veux dire, aujourd'hui, il y a de plus en plus, et il y aura de plus en plus, les enfants de la diaspora sont des entrepreneurs, de plus en plus. Et je pense qu'on peut avoir une base arrière d'investissement en Tunisie. On parle de la technologie. Moi, j'ai une bonne qualité. Je rencontre aujourd'hui des ingénieurs tunisiens que je ramène en Espagne, à New York ou dans le reste des pays. J'aimerais bien les garder sur place, par exemple, et par contre, en tant que plateforme qui peut m'aider. Ou alors, je suis aussi prescripteur. Et ça, s'il y a des Tunisiens qui ont des boîtes en Tunisie et des boîtes en Europe, naturellement, il y a un marché d'Europe dans lequel, pour les Européens, dans lequel il y a des intérêts communs. Enfin bref, donc la diaspora, il faut faire des outils d'investissement, il faut faire des outils de défiscalisation, il faut faire des outils de rapatriement de capital, de dividendes, etc., un peu plus sophistiqués que ce qu'il y a aujourd'hui, ou du moins communiquer sur ça, et il faut choisir des secteurs bien précis. Voilà, donc sinon, c'est les menaces, sinon, faillite de quelques banques. Je crois que c'est Ed en a parlé, parce qu'ils ont des risques sectoriels, parce qu'ils sont comblés par quelques grosses entreprises qui peuvent présenter une grande partie de leur asset liabilité. Non-conformité à la réglementation, et ça c'est le sujet USG et finances durables. Donc, il ne faut pas quand même dévier petit à petit vers les rogue banking dans lequel on ne respecte pas la réglementation. Finances durables, mais aussi capital, mais aussi risque. Et surtout, rater les véhicules de croissance future. Je pense vraiment qu'il faut choisir nos combats
Et c'est tout ce qu'on a fait en Tunisie. On l'a fait avec l'agriculture, on l'a fait avec le textile, on l'a fait avec quelques industries vraiment focalisées sur la croissance future. Et je crois qu'on est petit, mais on peut choisir des véhicules de croissance et on a les capacités intellectuelles et les ressources humaines pour le faire. Merci, Karim. Peut-être ma deuxième question pour un deuxième. Oui, oui. À la fin, on a prévu bien sûr, avec plaisir. Alors, je ne vais pas parler de la digitalisation de l'ESG, hein, c'est une question de timing, mais vous me dites si vous voulez qu'on aborde. Oui, on va revenir, c'est la deuxième question, la digitalisation. Mais je suis curieux de savoir ce que viennent de dire les trois experts maintenant. Je voudrais savoir très précisément où se situent les questions les plus urgentes. Un point. Et le second et dernier point, et comment on peut s'adresser aux décideurs pour qu'ils répondent à cette urgence. Merci. Ben, vous êtes allé directement vers ma dernière question. On va répondre à cette question. Ouais. Donc, dans l'ordre, la deuxième question, c'est la question de la digitalisation. Aujourd'hui, la digitalisation, elle est vécue un peu partout dans le monde comme une contrainte. Mais l'agilité d'un système bancaire, c'est sa capacité à transformer cette contrainte en des opportunités. Et c'est ma deuxième question. Comment aujourd'hui le système bancaire tunisien peut bénéficier de cette digitalisation et de ce recours peut-être au big data pour acquérir de nouveaux avantages comparatifs sur la chaîne internationale. Voilà. On commence par Sihedi peut-être. D'abord, merci beaucoup. Vous m'entendez, hein? Oui, très bien. Voilà. Je voulais évidemment remercier mes collègues, les deux panélistes. Mais Sihaj, je crois qu'il a apporté beaucoup de nouveautés et puis il a complété un petit peu le diagnostic et je le remercie beaucoup. Vraiment, c'est très intéressant. Vous voyez un peu, je crois qu'il est plus spécialiste que moi et c'est très bien. Ça fait un très bon complément. Et puis il donne quelques niches d'évolution. C'est très important. C'est très important. Le jour où en Tunisie, on commence à croire que d'abord et avant tout, il faut écouter les spécialistes, je crois qu'on aura fait un très, très grand pas. Parce que pour le moment, n'importe qui est spécialiste, n'importe qui est expert, n'importe qui, je ne sais pas quoi, on mélange tout. Moi, j'écoute avec des grandes oreilles mes deux collègues qui ont parlé. L'une est très spécialiste en SG, etc. Et Sihaj, j'ai l'impression qu'il a une expérience encore plus large. C'est très, très important. Sur cette question de digitalisation, encore une fois, moi je le prends d'un point de vue macro. On ne peut pas digitaliser un secteur si on n'a pas déjà au niveau politique général une stratégie de digitalisation qui permet d'avoir à la fois la bonne réglementation, mais aussi, je dirais, les incitations, les incentives qui permettent aux entreprises, y compris donc le système financier, d'avancer et donc de formuler sa digestion. Ce que j'ai constaté en Tunisie, vous allez m'excuser, nous, on prend tout de suite, on saute, ça c'est une qualité, on voit tout de suite ce qui se passe dans le monde et on saute dessus, on dit « Ah, ça c'est une opportunité, ça c'est quelque chose de très important, on y va ». Alors, on dit « Digitalisation, on y va ». Mais j'ai remarqué aussi, ça c'est le côté négatif, on reste vers les 2 cm de profondeur. On est toujours dans le superficiel, on n'est jamais dans la profondeur en disant « Qu'est-ce que ça veut dire digitalisation ?» Qu'est-ce que ça implique comme changement de culture, changement dans le système éducatif, changement dans notre réglementation, changement dans nos attitudes? C'est fondamental, c'est comme ça que les pays ont avancé. Alors, ce qui est intéressant, j'ai regardé pourquoi dans certains pays, la digitalisation a l'air d'avancer, et en particulier dans le système financier. D'ailleurs, ils le prennent maintenant, la digitalisation, elle n'est pas quelque chose à part. C'est dans le secteur global, c'est le fintech, quoi, d'une façon générale. Et pourquoi dans d'autres pays, ça n'avance pas? Eh bien, figurez-vous que à chaque fois qu'on commence par dire « il nous faut une réglementation »,
Et donc, marasim ou décret ou loi, on a échoué. Et à chaque fois, on a dit, laissez d'abord les choses se faire et on va voir qu'est-ce que ça va produire. Et à partir de là, on va essayer de voir s'il faut réglementer. Eh bien, on a réussi. Et ça, malheureusement, il y a en gros deux cultures dans ce monde. Il y a la culture anglo-saxonne qui consiste à dire tout ce qui n'est pas prévu par la loi est autorisé. Donc, si la loi ne vous empêche pas de créer une petite entreprise à base technologique dans les finances, eh bien, si la loi ne vous empêche pas, allez-y, faites-le, etc. Et la culture latine, dont on hérite, nous, personnellement, enfin, dans notre pays, tout ce qui n'est pas prévu par la loi est interdit. Ah, et d'où al-marasib, wal-marasib, wal-décret, wal-loi, wal-qanou. Il faut qu'on sorte de cette culture que d'abord la loi, le décret, le je ne sais pas quoi, et ensuite on fait. Non, on fait, s'il vous plaît, et on va voir. Évidemment, ça demande quand même une gouvernance relativement, je dirais, à la fois très vigilante, parce qu'on ne laisse pas faire, parce que les choses peuvent déborder, mais il faut quand même aussi laisser faire, parce que c'est comme ça qu'on se développe. Donc, c'est Haj a parlé évidemment d'un écosystème. Donc, comment vous voulez créer un écosystème qui facilite le fintech et la digitalisation, alors que nous n'avons pas créé au niveau national? On ne va pas le créer uniquement pour un secteur économique, et je crois que c'est important. Et quand on regarde pourquoi les fintech, alors là aussi, il y a quelque chose qui est très important. Souvent, on ne fait pas attention à ce qui se passe dans le monde, mais on prend la chose qui sort d'emblée. Si jamais les gens en parlent beaucoup, nous, on en parle. Or, le fintech a commencé en 1950. Ben, c'est quoi la carte de crédit si ce n'est pas une facilitation des services financiers en utilisant la technologie de la carte de crédit? Et ensuite, dans les années 60, on était allé plus loin. On a fait la machine pour tirer de l'argent. Donc, on a dit, on va faciliter la vie aux gens. Il ne faut pas qu'ils aillent chercher de l'argent à la banque, etc. Maintenant, ils peuvent aller avec leur carte de crédit tirer. Donc, il faut mettre un petit peu des postes un peu partout. Et vous voyez, et dans les années 90, nous, on dormait encore, alors que beaucoup de banques faisaient déjà les transferts et les entreprises entre elles, et le e-commerce a commencé vers les années fin 80. Nous, on dormait encore parce que personne n'en parlait à l'époque, parce que c'était une technologie relativement récente et elle n'était pas encore assez publicisée. Donc, en fait, on était et on a fait ce genre de choses, mais en considérant que ça, c'est quelque chose qui va dans, je dirais, dans la lignée des évolutions. Non, il y a des ruptures aussi. Il y a des ruptures qu'il va falloir faire. Deuxième problème qu'on a, nous, dès qu'on parle, on pense tout de suite, vous allez m'excuser encore une fois, attention, il faut que tout le monde en profite et il faut que ça soit aussi juste, avec une justice sociale extraordinaire. Or, quand on regarde qu'est-ce qui s'est passé au niveau de fintech et de la digitalisation, ben d'abord, il n'y a que 3 pays qui ont commencé par le faire, et les 3 pays l'ont fait chaque pays l'a fait dans une ville, une seule, pas 20. Nous, on veut que ça soit du nord au sud, de l'est à l'ouest, parce que c'est de l'expérimentation. On veut comprendre comment ça marche, comment ça fonctionne. Et en même temps, on a formé de l'autre côté les gens qui peuvent gérer ce genre de choses et les talents qu'il faut aller avec. Donc là aussi, vous voyez que c'est un écosystème. Ce n'est pas nécessairement toute la réglementation, mais un début, il ne faut pas surtout focaliser sur la réglementation. Il faut de l'expertise technique, c'est fondamental, les talents. C'est Hajikal. Moi, je trouve de la main-d'œuvre qualifiée et j'aimerais bien la ramener à droite et à gauche, mais je préfère qu'elle soit en Tunisie. Moi, j'ai entendu ça plusieurs fois, c'est Haj, mais j'ai entendu de l'autre côté de quelqu'un qui travaille dans le système financier à Los Angeles, j'ai discuté avec lui, et il a dit, j'étais en Tunisie pour recruter à peu près 200 ingénieurs en ICT, et bien j'ai trouvé 20. Je ne trouve pas. Donc, il y a la demande, à la fois nationale et internationale, mais on n'est pas en train de les former convenablement dans les meilleures conditions possibles. Donc, il y a une demande très forte, surtout pour les jeunes et les réorienter. Donc, il va falloir aussi réformer le système financier. Je disais que, par exemple,
Les Chinois, ils ont mis 2 villes, ils ont dit on met 2 instituts techniques, et il n'y a que là-dedans, et pourtant la Chine est communiste, ça aurait dû dire dans toutes les villes, comme tout le monde, etc. Pas du tout. Quand ils ont maîtrisé le système, ils sont allés un peu plus loin. Et donc, c'est fondamental de penser à l'expérimentation, l'écosystème qu'il faut mettre en place, l'expérimentation pour apprendre, pour développer davantage, mais tout dépend de la qualité des talents et de l'expertise humaine. Or, notre système éducatif est en train de souffrir aux gens d'aujourd'hui. Or, ça, c'est le vrai capital. Je ne sais pas si on peut parler de digitalisation et aller sur cette espèce de vague je dirais, de nouvelles technologies, si on n'a pas les ressources humaines qu'il faut. Il faut focaliser là-dessus. Je crois que c'est important. Maintenant, le problème de la digitalisation en Tunisie, une fois qu'on a dit un bon écosystème, mais attention, pas trop de réglementation pour ne pas suffoquer les initiatives, aider les jeunes, etc. On peut dire, mais quel secteur bancaire, quel rôle il peut jouer pour, d'abord, adopter la vraie philosophie de la digitalisation qui nécessite une transformation du business model. C'est pas, on ne peut pas continuer à dire, j'ai une petite clientèle, je gagne de l'argent là-dessus. Non, c'est comment utiliser de nouvelles technologies pour améliorer le service, réduire les coûts, développer de nouveaux produits. C'est exactement ce que dit Sihaj. Et en même temps aussi, probablement, se développer ailleurs. Mais on ne peut pas rester avec 23 banques et faire tout ça. C'est pas possible. Hein? Il va falloir à un certain moment, Sihaj a donné quelques idées. Si on ne peut pas mettre des banques ou si on n'est pas, s'ils ne se consolident pas, etc. Il y a peut-être d'autres méthodes maintenant avec la technologie, mettre des plateformes communes, développer de nouveaux produits pour 10 niches bien particulières, etc. Et je crois que c'est très important. Mais la chose que j'ai, là aussi, il faut me corriger si je me trompe, mes recherches m'ont amené à dire, même les banques qui ont réussi, il y a très peu de banques, même en Europe, qui ont réussi leur digitalisation, et celles qui ont réussi, ils ont commencé par d'abord changer la culture interne à l'entreprise. Ils ont pris leur personnel et l'ont secoué. Yes, la résistance, elle est mauvaise. Il faut changer. Et ils ont travaillé sur leur personnel, et c'est comme ça, comme a dit Sihaj, à ce moment-là, ils ont vaincu la résistance interne, et ils ont commencé par produire des choses qui sont très intéressantes pour leur clientèle d'abord, réduire les coûts, et c'est là où ils sont allés au gouvernement. Maintenant, il va falloir faire tel changement dans les réglementations, et non pas l'inverse. Nous, on veut la loi, كيفاش Or, la première des choses, excusez-moi, quand j'étais ministre, j'ai dit aux juristes, ne rentrez pas dans mon bureau, s'il vous plaît. Parce que dès que vous rentrez, c'est un problème de décret, de loi. Mais moi, je n'ai même pas compris le problème. Je veux d'abord comprendre le problème, trouver des solutions, et éventuellement, s'il me faut une loi ou un décret, et vous figurez-vous que je n'ai jamais trouvé que j'ai besoin d'un décret ou d'une loi. Jamais. On arrive toujours à résoudre des problèmes. Voilà. Je m'arrête là. Peut-être qu'on interviendra plus tard avec dès que nous. Est-ce que je peux vous proposer, moi, de donner mon avis immédiatement après M. Hedi, parce que ça se complète super bien, comme la première partie. C'est la présidente qui... Voilà. Allez-y, Karine. Alors, moi, et franchement, on n'a pas discuté, Hedi, et j'aimerais bien, de passage à Paris, nous connecte, on débattrait de ça. Et c'est très vrai. C'est très vrai. Je vais commencer par la fin. Alors, on ne peut pas mener une innovation, parce que la digitalisation et l'innovation, c'est lié, avec la legacy. La legacy, y compris la legacy humaine. C'est possible, mais c'est très difficile. Je vous donne mon exemple, hein, et je donne des exemples vraiment concrets et réels qui sont appropriés à la question. Moi, j'ai 6000 informaticiens dans le monde qui gèrent des systèmes, parfois nouveaux, parfois qui ont 25 ans. Je ne peux pas faire de l'innovation dans ce cadre-là. Ce que j'ai fait, c'est des équipes à côté. Et à côté, ils ne sont même pas dans le head office. Il y a des équipes à Mexico, il y a des équipes dans le sud de l'Espagne, et donc pas à Madrid, à Malaga, il y a des équipes en Pologne, et qui sont chargés, eux, du futur. Alors, on ne néglige pas le passé, et il faut, et ça, c'est très important. Quand on parle de digitalisation d'une banque, quand on voit un CEO d'une banque tunisienne, il va dire, ah oui, moi,
90% de mes investissements, c'est pour maintenir l'existant. Et en fait, il faut faire à côté, sans pour autant négliger l'existant, parce qu'à un moment donné, il faut le nier. Alors bon, j'attaque le sujet. On ne peut pas parler de digitalisation d'innovation sans lier les banques et les fintechs. Généralement, on les oppose. Ils ne sont pas opposés. La fintech ne rêve que d'une chose, c'est de se faire acheter par une banque. Donc, et c'est des sujets complémentaires. Alors, il y a 3 niveaux. Il y a d'abord ce qu'on appelle le core banking system, le truc de base qui tient le relevé du client ou qui tient la trésorerie d'un corporate. C'est vraiment ce système-là. Et là, aujourd'hui, l'une des faiblesses de notre secteur, c'est core banking de base, pour une grande partie des banques, commence à vieillir. Et là, je ne parle pas d'innovation, je ne parle pas de digitalisation. Et ils sont en train d'injecter pour le maintenir. Donc, et ça limite, parce qu'avant d'aller plus loin, il faut quand même gagner en robotisation, en optimisation, etc., pour réduire les coûts de gestion et dégager des marges supplémentaires, puis financer le reste. Le reste, moi, je le situe en 2 niveaux. Un, c'est vraiment les services digitaux de base. Pour un particulier, par exemple, service de base, quand vous double-cliquez sur votre iPhone, vous accédez à votre compte. Et vous faites un transfert en tel compte. Donc, pour un trésorier d'une entreprise, c'est la capacité de faire une opération de change parce qu'il est dans l'export. Donc, c'est ce qu'on appelle vraiment les client channels de base, les canaux pour les clients de base. Après, il y a ce qui est vraiment à plus forte valeur ajoutée. Et là, il y a des opportunités énormes. Par exemple, est-ce que pour les PME, l'exemple de ce que dit Sihedi, c'est-à-dire il faut aussi les structurer, il faut les maturer pour qu'elles bénéficient des services bancaires. Et donc, on peut offrir, la banque aujourd'hui peut offrir ce qu'on appelle les XIS, que ce soit le Software as a Service, le Financial Crime as a Service, le Trade Finance as a Service, c'est-à-dire aujourd'hui, ce qu'on fait dans une banque comme la mienne, on ne fait plus uniquement les produits financiers, mais on offre au service du service digital à nos clients. Si un grand corporate a un ERP, l'ERP, c'est tout le système qui tient compte vraiment 6 fournisseurs, etc., jusqu'à sa comptabilité, jusqu'à sa position de change, jusqu'à sa liquidité, appelez-le SAP, Oracle Financial, etc., etc. Moi, je peux aujourd'hui mettre des API, enfin des interfaces intelligentes, je peux lui donner des logiciels, je peux lui fournir pas uniquement des produits financiers, mais que calculer sa liquidité, faire de la liquidité prédictive, parce qu'il a des taxes à payer, il a des flux de fournisseurs, il a des rotations, greffer la data science là-dessus. Et je peux donc à ce moment-là, moi, maximiser la gestion de sa trésorerie, regarder ses flux en devises, je peux calculer ses positions de change en dollars, en euros, la gérer moi-même. Donc, et vous voyez un peu le gain, le win-win, un peu pour lui, parce que le directeur financier va être super content. Il va d'abord gagner en efficacité, il va avoir des services ad hoc, il va avoir une chaîne automatisée avec moi pour gérer sa liquidité, pour gérer son collatéral, pour gérer ses risques d'export, pour automatiser les flux entre nous, pour gérer sa position de change, donc pour optimiser son capital et sa rentabilité. Et moi, j'oriente en tant que banque les flux sans être exclusif pour lui greffer les produits financiers de base. C'est ce qu'on appelle l'invisible banking. Et je pense que pour la Tunisie, et notamment pour les PME, on a une opportunité. On peut, pas uniquement une banque qui le fait, mais il y a des fintechs qui peuvent le faire. Okay, et du coup, on a un triangle gagnant entre des fintechs, et du coup, on fait émerger des fintechs qui travaillent avec le secteur bancaire, les banques elles-mêmes et les PME, et leur fournir un service global, pas uniquement financier. Si on ne le fait pas, si les banques ne le font pas, les fintechs vont pouvoir le faire. Parce qu'au fond, c'est quoi le métier d'une banque? Le métier d'une banque, c'est 3 choses, et de plus en plus 3 choses. C'est collecter du capital, gérer du capital et distribuer du capital. Le reste peut être outsourcé, peut être fait par d'autres acteurs. C'est l'essence. Et elles ont l'expertise depuis le Quattrocento là-dedans, et elles ont des bilans, elles sont réglementées. Donc, c'est vraiment un secteur fort qui est difficilement attaquable par d'autres acteurs. Et d'ailleurs, les big tech, quand ils essaient de faire le marché bancaire, boum, ils se sont pris le mur de la réglementation. Donc voilà, donc je pense qu'il y a une chose à faire. Alors, pour amener la Tunisie, je pense que le PME est une opportunité pour peu, parce qu'elles sont en cours verte, elles sont encore petites.
Si demain, il y a 10% de ces PME qui grandissent, c'est franchement suffisant pour la Tunisie. Et notamment dans le secteur de la technologie et du digital. Et je vous rappelle qu'on a des champions. Je ne vais pas citer des noms, donc, parce que leur CEO, c'est des amis, mais on a des super champions. Et depuis longtemps, comme c'est le DSIL, il y a des entreprises aujourd'hui, 90% de ce qu'elles font, c'est dans les exports de services technologiques. Et ce n'est pas la petite banque de Nord-Pas-de-Calais, c'est vraiment des grandes banques américaines, des grandes banques européennes. Il y a aussi des sociétés fondées par des Tunisiens qui ont été faites en Europe et qui ont des filiales en Tunisie. Donc, on a une histoire et on a un marché. Sur les ingénieurs, pour revenir, on a les capacités humaines. Je pense qu'il faut adapter. Alors, moi, ma vision personnelle, je le dis personnelle du système éducatif, c'est un peu partout. Je veux dire, vous discutez avec les Français, ils vous disent on diminue, on régresse en maths, nos ingénieurs ne sont pas ce qu'ils sont, les fameuses classes préparatoires, etc. Franchement, moi, j'ai fait une classe préparatoire. J'ai donné l'année dernière des cours de maths à ma fille qui passait son bac en France. Le niveau, on ne peut pas dire qu'il a baissé. Et je suis sûr que si je le fais en Tunisie, on arrivera peut-être à la même chose. Non, il faut adapter. Un ingénieur tunisien, il a des connaissances théoriques. Il faut insister sur les stages. On peut mettre des plateformes. Aujourd'hui, moi, je recrute en Tunisie et les 6 premiers mois, c'est vraiment refaire 6 mois presque académiques, langue, les langages de développement, etc. Donc, c'est relativement... Et je pense aussi que la Tunisie peut être un hub intellectuel. Je pense qu'on a des classes préparatoires qui sont ouvertes à des Africains. Je pense qu'on peut faire des plateformes, pas pour les garder. Si on en garde 3%, c'est très bien. Et je pense que quelque part, on peut être un hub du système éducatif. On le fait, on l'a fait en Tunisie. On a été les premiers en Afrique à faire des systèmes éducatifs privés qui sont de très bonne facture. Et je pense, voilà. Donc, en fait, le système éducatif, notamment l'ingénierie, les banques elles-mêmes, donc, qui doivent choisir leur combat, j'ai parlé des PME, mais je parlais aussi de la diaspora, et sur lequel on peut aller plus loin dans la digitalisation, et un dialogue intéressant entre les sociétés qu'on appelle fintech, start-up, etc., et entre les banques, et je pense que les banques doivent s'y intéresser. Je finis pour vous dire que ce n'est pas des trucs théoriques ce que je vous dis. Moi, je m'occupe aussi, entre autres, de la digitalisation. J'ai mis 6000 informaticiens, ils sont sur les projets classiques. J'ai créé ce que j'appelle les Business Innovation Center. C'est des trucs où il n'y a qu'une seule règle. Pour faire un clin d'œil à ces règles, c'est 2 points, pas de règle. Ils n'obéissent pas. Ils ont des boards spécifiques. Ils sont gérés comme des startups. Bien évidemment, ce n'est pas des filiales, ce n'est pas organique, mais c'est presque des startups virtuelles en dehors de la banque. On met des équipes là-bas du front office, on met des équipes du back office, on met des informaticiens, on met des data science, et c'est là-dessus qu'est la rampe de lancement en matière de digitalisation, mais qui doit être monnayée. Parce que digitaliser pour faire l'ingénierie belle et intellectuellement compliant, c'est pas ça. Il faut monétiser la digitalisation. Et donc voilà. Donc il y a des capacités en Tunisie, je pense humaines. Le système éducatif peut améliorer, mais à mon avis, il faut choisir ses créneaux. Je pense que la nouvelle agriculture est un créneau. C'est là où on a la biodiversité, etc. Et je pense qu'il faut mettre des banquiers spécialistes dans ce secteur-là. Je pense que certaines PME est un bon créneau. Je pense que le nouveau tourisme est un créneau. Je pense que la finance durable est un créneau, parce qu'on a parlé tout à l'heure de toute la partie réglementation, etc., qu'il faut digitaliser, parce que ce n'est pas uniquement des données bancaires, c'est aussi des données extra-bancaires pour éviter le greenwashing, etc. Et je pense aussi que les services à l'export financés est un créneau. On a parlé d'outsourcing, etc. Là aussi, je pense que l'obstacle vraiment majeur, c'est la capacité des banques. Ça demande de l'investissement et je pense qu'il faut mettre des moyens en commun, soit entre les banques et des partenaires externes, soit entre des banques tunisiennes et des banques étrangères, soit entre les banques elles-mêmes. D'accord, merci beaucoup, c'est Karim. Madame Hanen, à vous. Je vais être brève. La réponse, elle a été largement abordée. Je vais juste apporter 2 points, en fait, 2 éclairages complémentaires de mon côté.
C'est par rapport à la résilience. Je pense qu'aujourd'hui que la Tunisie, là je reviens au thème de notre rencontre, c'est la résilience. Et si la Tunisie aujourd'hui elle est résiliente, c'est grâce essentiellement à ses compétences. Et entre autres, puisqu'on parle aussi du digital, ses compétences dans le domaine du digital. Et je veux bien compléter ce qui a été avancé par mes prédécesseurs là dans le débat. Comment le vrai challenge aujourd'hui de la digitalisation réellement, et on le voit sur le terrain, c'est comment retenir ces jeunes-là. Comment les retenir pour ne pas partir face à des opportunités en fait d'évolution de carrière et des opportunités de travail dans d'autres contextes où l'être humain il est au centre de l'entreprise et où là je reviens à la RSE. Si on n'a pas des entreprises aujourd'hui qui mettent des stratégies RSE, qui reconsidèrent leurs relations avec leurs employés, qui ont un fort impact environnemental, social et sociétal et positif, on ne va pas gagner ce pari-là. Les jeunes ne partent pas aujourd'hui juste pour le salaire, ce n'est pas vrai. On est en train de les voir et on est en train de discuter avec eux. Ils partent parce que aussi ils vivent à l'étranger, dans un environnement qui est plus propre, qui est plus sain. J'ai parlé terre à terre, hein, où quand je sors le matin, il n'y a pas de déchets devant ma maison, où l'entreprise qui est à côté n'est pas en train de polluer sans être contrôlée, ni sans qu'il y ait aucun garde-fou. Donc oui, si on veut vraiment retenir nos jeunes, nos compétences dans le digital, mais ailleurs, il faut engager tout le monde autour de stratégies RSE et il faut que le secteur financier, pour revenir, joue son rôle à embarquer tout le monde avec lui dans cette trajectoire-là pour améliorer donc, et conforter cette résilience-là. Et juste un dernier point, les nouvelles technologies, certes, sont là pour étoffer l'offre du secteur bancaire, mais aussi pour l'accompagner à mesurer son impact environnemental, à mesurer son impact social et sociétal, pour que ça ne soit pas du greenwashing, effectivement, pour que ce ne soit pas que des paroles, mais réellement de véritables outils d'accompagnement, de mesure, en fait, de la contribution du secteur bancaire par rapport à l'effort global vers un monde qui est plus durable. Voilà, merci. Merci Hanen. Donc ma troisième question, c'est par rapport à la finance durable. Et aujourd'hui, la Tunisie, elle en est où par rapport à la finance durable? Et surtout, quels sont les acquis et quelles sont les voies d'amélioration de la situation? Et on fait un dernier tour de table avec Sela Arbi, comme d'habitude, en premier. Pardon, je m'excuse, il fallait que je mette le micro. Très rapidement, je pense que Madame Hanen est la plus, je dirais, à même de parler de ça. Pour vous dire honnêtement, je regardais un peu ce qui se passe en Tunisie en matière de finances durables. Je n'ai pas trouvé grand-chose autre qu'une initiative de la Banque centrale. On parle encore d'une réglementation. Je n'ai pas trouvé des exemples concrets, une démarche concrète. Malheureusement, les finances durables, moi je dirais la vie durable, l'environnement durable, tout simplement, comme a dit Mahanet, tout simplement quand on regarde dans nos rues ce qui se passe, comment notre forêt est traitée, comment les ressources en eau pour lesquelles, je crois que la Tunisie est le premier pays en voie de développement qui a énormément investi dans la gestion des ressources en eau. Parmi les premières choses qu'a fait Bourguiba dans les années 60, c'était l'éducation et la gestion des ressources en eau et l'environnement. Mais quand on voit où on en est aujourd'hui, on se pose des questions. La question qui me rend un peu perplexe, c'est malgré tout, j'ai trouvé un corps de réglementation énorme là-dessus, sur le respect de l'environnement, la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise. Mais j'ai pas trouvé la moindre évaluation pour dire voilà ce qu'on a décidé, voilà ce qu'on a mis en œuvre, voilà les résultats qu'on a obtenus, pourquoi on a obtenu que cela, ou on a très bien fait, ou on a très mal fait. Il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de suivi, donc c'est très difficile de juger. Entre parenthèses, ce problème d'évaluation de nos politiques publiques, qu'elles soient d'ordre macro ou micro, ne sont pas évaluées. Donc en fait, le décideur peut faire ce qu'il veut parce que
il n'y a pas moyen de vérifier si ce qui a été décidé a été réellement fait et est-ce qu'on a obtenu, je dirais, les résultats escomptés, on ne les a pas obtenus. Ça, c'est un problème énorme. Il n'y a pas d'évaluation. Donc, quand Madame dit il faut le RSE, etc., et c'est fondamental, et les jeunes partent, entre autres, il y a aussi le problème de management à l'intérieur de l'entreprise, la culture de l'entreprise. Hein. C'est pas ça, c'est au-delà du RSE. Il y a aussi, il faut le dire, et vous avez dit pas la rémunération, peut-être pas le facteur explicatif le plus important, mais c'est quand même aussi important en matière d'évolution de carrière, pas uniquement financière, mais si je peux en parler. Quand vous prenez un spécialiste de digitalisation jeune, vous le formez et il voit une perspective d'évolution, il va peut-être rester. Mais s'il ne voit pas de perspective, il ne restera pas, même s'il il est momentanément bien payé. Et je crois que ça, c'est important on vérifie ce que nous avons décidé, l'évaluer, dire pourquoi ça a marché, pourquoi ça n'a pas marché, corriger et avoir cette espèce de chaîne d'évaluation en place, c'est fondamental. Sinon, on peut continuer à faire des réglementations, à décider des choses et puis à ne rien obtenir à la fin, hein, parce qu'on dépense du temps et des ressources pour rien du tout. Et je crois que c'est cette histoire de RSE, encore une fois, je risque de vous choquer. Dans un pays comme la Tunisie, je pense que c'est fondamental et j'ai dit ça peut constituer une niche parce qu'on va dire, ah, voilà, nous, on est le bon élève, on respecte les exigences de sustainability ou de durabilité, que ce soit sur le plan environnemental, social, etc. Et donc, vous pouvez nous sous-traiter ou travailler avec nous ou investir chez nous. Le problème aujourd'hui, c'est cet environnement social et politique, surtout politique, qui bloque. Et donc, je crois que c'est extrêmement important quand on parle de cet environnement, d'abord politique, avant de dire l'environnement écologique. Lui-même, il n'est pas sain. Il faut l'assainir, il faut le stabiliser. Il faut donner de la cohérence, il faut mettre un peu de cohérence dans nos politiques économiques, sociales et évidemment macroéconomiques, mais il faut aussi stabiliser la société. On ne sait pas, nos institutions sont en train d'évoluer dans un sens que personne n'a vraiment choisi, on ne sait pas où on va. Et donc franchement, c'est pour ça que j'ai dit je peux choquer, je dis oui pour le RSE, mais est-ce que notre environnement, d'une façon générale, lui-même, est prêt et favorable, et il est encourageant pour qu'on puisse s'engager dans cette voie-là. Moi, je suis pour, mais j'ai un problème, j'ai une contrainte réelle, c'est cette stabilisation un petit peu de notre système politique et macroéconomique d'une façon générale qui me pose problème. Voilà, je reste là, je pourrais répondre peut-être à d'autres questions. D'accord, merci beaucoup. C'est Karim. Le micro. Vous m'entendez? Oui. Alors, il y a des choses en Tunisie sur la finance durable. Il y a une politique économique verte et circulaire. Il y a de la réglementation, comme Sihed l'a dit, sur l'énergie, les énergies renouvelables, le recyclage des déchets. Il y a aussi les sacs jetables, etc. La vraie question, c'est il y a un manque de lisibilité. Alors, les gens qui peuvent effectivement regarder la réglementation, l'imprimer, la regarder, réfléchir, etc. Oui, mais le patron d'une entreprise n'a pas le temps. Il y a un problème de manque de lisibilité qui n'incite pas, que ce soit de la réglementation ou même de l'action publique elle-même, qui n'incite pas les entreprises à investir. Est-ce qu'il y a un cadre fiscal assez incitatif? Bon, je ne sais pas. Si il y a, par exemple, moi j'ai fait des panneaux solaires chez moi en Tunisie, oui. Mais est-ce qu'il est assez ambitieux? Je ne pense pas. Il y a peut-être aussi un manque d'action coordonnée entre les différentes parties prenantes, que ce soit privé ou public. Je pense que d'abord, il faut faire une lisibilité de ça. Et ça, l'État a un rôle et les acteurs publics ont un rôle. Le Maroc le fait très bien. Il a de mémoire, je crois qu'il a accueilli 2 fois la COP.
Et du coup, ça a boosté et on en voit les effets quand on visite le Maroc. Donc, en fait, il faut vraiment cette politique verte, économique verte, et le cadre public, il faut le stimuler et le rendre lisible. Deuxièmement, je pense il faut choisir ses combats. Et on ne peut pas tout faire en Tunisie. Donc, je pense que personnellement, ce que j'appelle le nouveau tourisme, c'est pas le tourisme des hôtels bétonnés dans telle ou telle région, etc. Et je pense qu'il y a des Tunisiens déjà qui ont commencé, ils n'ont pas attendu. Il y a beaucoup de les maisons d'hôtes insistent quand on regarde les maisons d'hôtes, ils insistent beaucoup sur vraiment l'environnement. Je pense que ce nouveau tourisme a l'avantage de bénéficier un peu de cette carte verte, mais surtout de puiser dans notre savoir-faire ancestral, presque, la Tunisie, si j'ose dire, dans le domaine du tourisme. Donc là, c'est une transformation qui est intéressante parce qu'elle va puiser dans notre stock de savoir, elle va diversifier un peu plus du tourisme, elle va améliorer notre image et regagner d'autres types de touristes qui ne sont pas uniquement le all inclusive qui vraiment à faible marge, etc. Je pense que ça, c'est un secteur intéressant qui peut rejoindre le sujet de la finance durable. La nouvelle agriculture, je pense qu'on a une tradition agricole. Je pense qu'il faut peut-être, ça nous permet d'élever un petit peu plus le niveau. Alors, je ne voudrais pas vraiment parler un peu des produits bio, etc., parce qu'il y a du bio et du bio, mais je pense qu'on peut faire des produits naturels en Tunisie, on peut les encourager, et ça permet un peu de joindre les deux aspects. Et aussi, on peut être, je reviens et joindre le digital et l'USG, je pense qu'on a les capacités pour construire, on l'a fait, on a de bonnes boîtes en télécom en Tunisie, on a de très bonnes boîtes d'outsourcing, on a de très bonnes boîtes de vente de services technologiques bancaires. On peut peut-être inciter un peu plus à fabriquer ou à encourager des nouvelles startups ou des PME qui sont spécialisées dans l'économie verte. Parce que quand on parle de réglementation, Hanan tout à l'heure, elle a parlé de la réglementation, il faut la mettre en place. Et quand on dit il faut, les banques à un moment donné seront obligées de la mettre en place. Il faut vraiment des acteurs qui peuvent le faire. Et en faisant ça, on va acquérir du savoir. Parce que la partie réglementaire, elle capte quand même tous les paramètres non bancaires des entreprises pour les scorer au niveau de l'économie verte, etc. Donc voilà, il y a, mais je pense que d'abord, il faut un cadre réglementaire. Alors, je reviens sur la question, est-ce qu'il faut garder les ingénieurs? Il ne faut pas garder les ingénieurs. Et il ne faut pas se battre. C'est un flux. Les médecins, c'est pareil, on parle, on s'en lamente, et finalement, personne n'a rien. Et puis, finalement, c'est un choix individuel. Pourquoi voulez-vous quelqu'un qui a l'opportunité d'aller travailler dans une banque ou dans une boîte aux États-Unis, qui permet d'améliorer son environnement de vie, comme on l'a dit, son climat social, son salaire, et comment on va le garder? Il faut pas rêver. Non, je crois il faut s'adapter à ça et s'adapter au flux. Je pense que peut-être que notre vocation naturelle en Tunisie, c'est de gérer des flux. C'est-à-dire, on forme, les gens partent, et on le faisait. On parlait, moi je suis parti, j'étais faire une classe préparatoire, je reviens en tant qu'investisseur en Tunisie, privé ou prescripteur de business, des amis ont créé des entreprises, donc il y a toujours un retour positif. Les gens reviennent en tant que diaspora, donc il faut accepter, mais plutôt comment avoir un retour sur investissement sur les gens qui partent. Il vaut mieux penser à ça que de se battre comme Don Quichotte face à des moulins avant. Deuxièmement, alors on revient à cette histoire de hub éducatif. À ce moment-là, accélérons la rotation des flux et le volume du flux via ce que font aujourd'hui certains acteurs tunisiens dans l'éducation privée, c'est-à-dire accueillir d'autres élèves. Un Africain qui veut faire des études d'ingénieur, ça lui coûte beaucoup moins cher et la climatisation, elle est beaucoup plus facile de faire une classe préparatoire en Tunisie que de la faire en France, dans le nord de la France où il fait -5 l'hiver. Donc, il faut accepter la rotation, ce que nous, les entreprises, on le fait.
Aujourd'hui, il y a des secteurs informatiques dans lesquels on a 35% de rotation. On ne va pas à chaque fois augmenter et inflationner les salaires pour ça. On les laisse partir et on recrute. Donc, je pense qu'il faut partir là-dessus. D'accord, merci. Hanen, à vous. Oui, tout d'abord, je vais juste rebondir par rapport au dernier point, celui d'accepter la rotation ou pas. Certes, oui, parce que on vit dans un monde où il y a beaucoup de mobilité, notamment parmi les jeunes. Moi-même, en fait, j'ai fait mes études à Paris. J'y suis restée pendant un moment avant de décider d'y être là. Mais je pense que le réel problème aujourd'hui, c'est qu'on ne parle même pas de rotation, on parle de désertation. On a des entreprises qui se vident de plus en plus et des compétences à qui on n'a pas su offrir la moindre des choses, notamment par un engagement. Vous avez tout à l'heure parlé aussi de, ne serait-ce qu'en fait, une visibilité sur l'évolution de carrière qui relève finalement du périmètre d'une bonne stratégie RSE. Donc, on fait ce qu'on peut pour retenir ces compétences parce qu'on veut aussi que ces compétences-là, parce qu'on veut que la Tunisie soit un hub aussi pour l'Afrique, parce que c'est aussi une ambition à laquelle nous aspirons aujourd'hui au niveau de la Tunisie. Je ferme la parenthèse parce que c'est un sujet qui est très large. Je pense que notre diaspora aussi, elle est utile par sa présence à l'étranger également. Mais je pense qu'il est que dans le bien de tout le monde aussi de garantir à nos jeunes le choix de rester ou de partir. Aujourd'hui, on est dans une phase où on arrive face à un non-choix. On est plus ou moins obligé de partir quand on parle aux jeunes. C'est ça ce que je voulais dire par rétention tout à l'heure. Maintenant, je m'attaque au volet qui m'est cher, celui de la finance durable, celui de la RSE. Alors, pour parler de la réglementation, aujourd'hui, on a une seule loi qui est dédiée à la RSE. Une loi, par contre, qui ne couvre pas tout le périmètre de la RSE et pour laquelle il n'y a pas eu de décret d'application. Et c'est la cause pour laquelle elle n'a pas été appliquée. Et parallèlement à cette loi, il y a eu développement de plusieurs stratégies. On a une stratégie de développement durable, on a une stratégie de RSE, on a une stratégie d'inclusion financière, on a une stratégie bas carbone, on a une stratégie d'économie verte. On a toutes ces stratégies, malheureusement, qui ne sont pas partagées, qui sont restées dans les tiroirs. Et ça, c'est le deuxième problème, je pense, de la Tunisie. C'est qu'on a beau travailler à développer des référentiels, des stratégies, des groupes de réflexion, mais ça n'a pas été partagé avec le grand public et avec les premières personnes concernées par ces stratégies-là. Et c'est ça l'handicap. Maintenant, réellement, quelles sont les deux initiatives que je pense aujourd'hui impactantes par rapport à la thématique de développement durable, voire les trois? Je pense au guide de la BVMT. Pourquoi le guide de la BVMT? Et je reviens tout à l'heure à cette question d'évaluation. Parce que c'est un guide qui a été développé dans une démarche participative. Donc tout d'abord, je présente ce guide. C'est un guide de reporting sur les indicateurs financiers qui a été développé donc par la Bourse Suite à son adhésion à la Sustainable Stock Exchange Initiative. Et donc, dans ce cadre-là, elle s'est engagée à embarquer avec elle toutes les sociétés cotées et les guider pour les mettre en place des stratégies RSE. Donc, pour ce faire, elle a développé ce guide-là. Et j'ai l'honneur d'avoir travaillé sur ce guide-là, en concertation, par contre, avec tous les acteurs du système. C'est-à-dire qu'on est allé voir la CMF, on est allé voir la Banque centrale, on est allé voir tous les acteurs du système, et on a voulu que ce guide-là soit l'output de ce travail collectif et qu'il reflète un peu les attentes de ces acteurs-là. On est allé voir toutes les entreprises cotées, on a fait une enquête auprès de ces entreprises pour récolter leurs attentes et pour comprendre l'état de maturité actuel par rapport à la RSE et où mettre le curseur aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt ou pas? Parce qu'on a parlé tout à l'heure aussi de cette question, est-ce que l'écosystème aujourd'hui, est-ce qu'il est prêt ou pas? Et s'il ne l'est pas, comment accélérer ou comment le préparer pour que la RSE prenne enfin forme au niveau de la Tunisie. Donc c'est une initiative qui est louable parce qu'elle va permettre aussi d'éviter aux entreprises, parce qu'elle permet de clarifier ce que c'est la RSE et elle va donner une base ou une référence sur laquelle on peut évaluer les entreprises qui s'engagent
dans des démarches RSE au travers ce reporting ESG qui est convergent, qui est standardisé, qui est conforme aux normes internationales, parce que c'est l'atout aussi de ce guide-là, c'est qu'il est convergent vers les normes internationales, c'est-à-dire qu'elle a été aussi rédigée en conformité par rapport au Global Reporting Initiative, qui est aujourd'hui le référentiel de reporting extra-financier le plus utilisé à l'échelle mondiale, et aussi, il y a aussi une convergence avec les objectifs de développement durable. Donc, pour résumer, toute entreprise qui prend comme base ce guide-là pour mettre un reporting et une stratégie RSE, elle va être conforme aux standards internationaux et elle a une sorte de ligne qui va lui guider dans sa réflexion. Et l'output, qui est ce reporting, va permettre à l'écosystème et aux différentes autres parties prenantes d'évaluer son engagement sur une base concrète, sur des indicateurs, qu'ils soient quantitatifs ou qualitatifs. Ce sont les mêmes indicateurs produits par toutes les entreprises de la place. Et donc, ça nous permet de comparer. Et c'est comme pour l'information comptable, on sait tous l'importance de la comparabilité pour juger de la pertinence et la qualité de l'information comptable. Donc ça, c'est en ce qui concerne le guide. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est l'initiative la plus aboutie et qui a un aspect concret et pratique d'une grande utilité aujourd'hui pour toutes les entreprises tunisiennes et pour le secteur bancaire pour accompagner ses clients dans leur démarche. Il y a une autre initiative qui a été développée par la Banque mondiale avec le CMF, c'est celle d'éditer en fait un guide d'émission de green bonds. Donc on a un cadre aujourd'hui pour l'émission de green bonds en Tunisie. Donc là aussi c'est un élément et c'est un guide qui peut aussi aider les entreprises du secteur bancaire dans l'émission en fait d'obligations vertes destinées à financer des activités de transition, notamment énergétique, mais aussi d'autres activités. Voilà ce qui est du cadre aujourd'hui. Sur quoi c'est quoi l'état actuel après avoir exposé la réglementation, ce qui est bien et ce qui est qu'il est moins. Moi, je veux plutôt insister sur le bien parce que je suis sur le terrain et je suis très contente de partager avec vous aujourd'hui. Ce n'est pas un ressenti, c'est une réalité. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont compris l'enjeu de se mettre à niveau et d'intégrer les questions et les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance dans leur stratégie et leur politique. Donc il y a une sensibilité par rapport à ces thématiques qui a pris du temps à se mettre en place, mais aujourd'hui, on sent l'effervescence en fait de cette mouvance. Et il y a beaucoup concrètement, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont lancées dans des démarches RSE structurées. Quand je dis une démarche RSE structurée, c'est-à-dire diagnostic, analyse partie prenante, analyse de matérialité, une feuille de route sur le court, moyen, long terme. Et tant mieux qu'on y est là aujourd'hui. Donc ça, c'est la bonne nouvelle que j'aimerais bien partager avec vous. Ces entreprises font partie de différents secteurs, l'agro, l'industrie pharmaceutique, services, tourisme. Notre cabinet il est aussi en train, vous avez parlé de tourisme durable. Là, il y a un grand projet actuellement qui est financé par un bailleur de fonds aujourd'hui pour accompagner 40 structures de tourisme, d'écotourisme dans leur démarche de durabilité. C'est un projet en cours et qui va donc, on va voir bientôt les outputs de ce projet-là. Donc oui, il y a une mouvance. Donc ça, c'est en ce qui concerne le tourisme. Concernant le secteur financier en particulier, il y a aussi beaucoup d'effervescence. Les banques essaient de travailler ensemble sur la thématique de plus en plus, notamment sous l'impulsion du Conseil bancaire et financier, et tant mieux. Et sous l'impulsion notamment de la Banque centrale qui a donné la couleur et qui donc reste toujours la locomotive de ce secteur-là. Donc oui, ça bouge. Ça bouge parce qu'on a compris qu'aujourd'hui, on ne peut pas ignorer ce sujet. Et parce que si on va l'ignorer, ça va nous coûter cher aussi. Parce que quand on dit risque ESG ou risque environnemental, ce n'est pas un risque qui va s'arrêter là, mais c'est un risque qui a de forts impacts financiers aussi.
Et si on ne prend pas les choses en main, on risque de payer la facture très chère. Je vais prendre un exemple, celui de la taxe carbone qui va s'appliquer aux frontières de l'Europe à partir du 1er janvier 2023. Si on n'est pas conscient de cette taxe-là et si on ne l'intègre pas dans nos business models et si on ne mesure pas notre impact carbone aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on va faire? Quid de la résilience et de la viabilité de nos entreprises aujourd'hui et est-ce qu'on peut réellement continuer à travailler? Et quid aussi de la résilience d'un secteur financier qui continue à financer éventuellement des entreprises qui ne sont pas mises aux normes de ces exigences et de ces réglementations. J'ai pris l'exemple de la taxe carbone, mais je peux citer aussi la directive de vigilance européenne qui se met en place à partir du 1er janvier 2023, de nouveaux cadres en fait, de réglementation de reporting, la CSRD aussi qui va s'appliquer au niveau européen. Donc oui, il y a un cadre réglementaire, même si ça se passe à notre niveau, même si c'est à l'échelle internationale, ça va nous impacter, vu nos rapports étroits, notamment avec l'Europe, mais avec le monde dans toute sa globalité. Je ne sais pas si j'ai fait le tour, donc oui, il y a une urgence d'agir. Ce qui est positif, je vais finir avec une note positive, c'est que cette urgence aujourd'hui, je pense, on a compris qu'il y a cette urgence-là, reste à mettre en place les leviers et les mécanismes facilitant en fait cette adhésion vers plus de durabilité. Et peut-être un dernier mot, la réglementation. Si on a écarté la réglementation dans d'autres domaines, je pense une petite réglementation qui cadre un peu plus cette orientation RSE, elle est la bienvenue. On l'entend même de la voix de certaines directions RSE pour avoir l'appui, parce que quand on a cette réglementation, malheureusement, on aime quand ça soit réglementé et on s'aligne davantage. En tout cas, c'est ce que je ressens en matière de RSE. Dans l'enquête que j'ai faite auprès des entreprises RSE, j'ai vu des porteurs de projets RSE qui poussent vers une réglementation pour avoir plus de légitimité au sein de leur société, pour pouvoir porter le projet plus aisément, pour pouvoir défendre ce projet de RSE à leur niveau. Donc je pense, oui, c'est utile de réglementer, même si ce n'est pas très contraignant, mettre un cadre qui est plus large, qui est en concertation avec tous les acteurs, et il sera d'une grande utilité aujourd'hui. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et, voilà. Merci beaucoup, Hanan. Donc, la dernière question, peut-être, je reviens à la question de monsieur, les recommandations et les préconisations et la feuille de route, c'est ça? Oui. Voilà, donc les priorités, on va dire, les urgences. Comment les faire parvenir aux décideurs? Est-ce qu'il faut créer un lobbying vert et circulaire? Est-ce qu'il faut utiliser les médias? Est-ce qu'il faut faire des actions de choc? Voilà. Merci. Vas-y. Je pense qu'il faut, à l'état actuel, vu le retard qu'on a pris, et là c'est un point dont je n'en ai pas parlé tout à l'heure, celui de notre retard par rapport à certains pays, notamment voisins, tels que le Maroc, malheureusement, qui a avancé en la matière par rapport à nous. Et par rapport aux enjeux de délocalisation aujourd'hui des entreprises, des activités d'entreprises européennes qui sont aujourd'hui dans un grand mouvement de délocalisation de la Chine, de l'Inde, et qui sont en train de chercher d'autres lieux d'implantation, il est urgent aujourd'hui de conjuguer tous ces moyens, tous les moyens dont on dispose pour accélérer, en fait, oui, pour choquer. Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut faire des campagnes choc. Il faut former et sensibiliser. On manque beaucoup de... La thématique, elle n'est pas connue aujourd'hui. Hein. On dit, quand je fais des formations, je suis étonnée de voir les gens en train de découvrir le changement climatique. La notion de changement climatique, elle n'est pas connue. Les impacts sur les business models et le lien avec l'économie n'est pas encore persuadé à sa juste valeur. Donc il faut choquer, peut-être, oui. Il faut réglementer. Il faut faire des campagnes de sensibilisation et de formation. Il faut que les médias aussi jouent leur rôle, parce qu'aujourd'hui, mais pour pouvoir jouer leur rôle, il faut elles-mêmes que ces
soient formés et sensibilisés. Donc c'est un mix à mettre en place pour gagner du temps, parce qu'on a pris du retard aujourd'hui. Voilà. Madame, votre question. C'est pas une question. Mounia Saïd, déléguée générale du Conseil bancaire financier, la nouvelle dénomination de l'Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers. Je voulais apporter un certain nombre de précisions, en tout cas en ce qui concerne le secteur, parce que je crois qu'on n'a pas assez communiqué sur ce qu'on est en train de faire. Bon, je commence par la fin, par la finance durable. Il y a des banques qui font le reporting au Pacte mondial des Nations Unies depuis des années sur leurs actions RSE et sur leur implication. L'association a signé une convention de collaboration avec le bureau local du Pacte mondial des Nations Unies, justement pour structurer la démarche RSE au niveau des banques et l'évaluation des critères ESG au niveau des banques structurés. Il y a rien qu'hier, on était en train de finaliser un nouveau programme pour un certificat avec une université de renommée. Je peux le dire, Montpellier Business School, donc pour la mise en place d'un certificat dédié au cadre bancaire pour les accompagner et leur expliquer sur un certain nombre de modules comment s'y prendre pour mettre en place une démarche RSE. Les banques n'ont pas attendu ni une réglementation ni rien du tout. Depuis des années, les banques font de la RSE. Mais ne communiquent pas dessus. Et il y a une grande dimension communication dans toute action RSE. Quand les banques s'investissent pour l'égalité des genres, de son conseil d'administration jusqu'au niveau du réseau, pour avoir des femmes en frontline, elles sont en train de faire de la RSE. On a beaucoup travaillé avec GIZ pour accompagner les banques dans l'analyse des dossiers de financement de tout projet sur l'aspect efficacité énergétique et le financement des projets d'énergie renouvelable. C'est des choses très techniques, très délicates, très particulières. Donc ça nécessite des compétences particulières. Et aujourd'hui, on peut être fier d'avoir des formateurs certifiés, donc, qui ont fait leur cursus aussi bien à Tunis qu'à Berlin, sur place. On est actif sur plusieurs volets, hein, sur les 17 objectifs de développement durable. On est présent et on le fait. Bon, j'ai appris la leçon, on le fait discrètement. Donc, dorénavant, on communiquera plus, sans compter les actions de mécénat que les banques font. Rien que l'année dernière, le secteur a mobilisé 50 millions de dinars pour réussir une rentrée scolaire digne pour nos 2 millions d'élèves et d'étudiants. Donc j'ai parlé de l'aspect formation, sans compter toutes les semaines, peut-être, on a un événement sur les différents aspects de protection de l'environnement. On a la semaine prochaine quelque chose sur la biodiversité. D'ailleurs, je vous invite à y participer. On regarde en long et en large comme j'ai dit, les 17 objectifs de développement durable pour continuer à être résilient, justement, mais à être aussi des banques et des établissements financiers citoyens, justes, avec des tarifications transparentes et pour mieux servir notre client. Et je voulais revenir aussi sur la partie digitalisation parce que je suis restée un petit peu frustrée par rapport à ce qui a été dit et j'ai compris qu'on a du travail à faire en matière de communication. La digitalisation en Tunisie a commencé il y a bien longtemps, hein, au niveau du secteur bancaire, sous l'impulsion de la Banque centrale de Tunisie. Et je rappelle que les premières plateformes mises en place, on était des précurseurs, que ce soit pour la télécompensation
on a été les premiers, que ce soit pour la mise en place des centrales, les centrales d'information de la Banque centrale, dans les centrales risques, etc. On a été les premiers, que ce soit pour la mise en place du switch monétique, que ce soit pour la mise en place de systèmes de virement des gros montants, et j'en passe, j'en oublie. 2005, c'était le sommet de SMSI en Tunisie, et je rappelle qu'il y avait à ce moment-là création de la première association tunisienne d'intelligence artificielle. Avec son président, d'ailleurs, la semaine dernière, on a signé une convention pour lancer un mini MBA au profit des cadres du secteur, un mini MBA qui s'intitule Aide-moi Smart Technology. En fait, c'est l'utilisation des nouvelles technologies au profit du secteur, donc dans le monde financier. Et je tiens à dire que la première banque qui a nommé un responsable Big Data est une banque publique. Donc les banques s'activent, s'organisent en conséquence. C'est vrai que, après la période des années 2000, tout ça, ce que j'ai cité, c'était fin 99, début 2000. J'oublie aussi la plateforme Tunisia TradeNet qui a été mise en place et qui est une digitalisation de tout le process qui relie l'opérateur en commerce extérieur, le ministère du Commerce, la Banque centrale, les transitaires, et j'en passe. Ça, c'était une plateforme digitale. On oublie qu'on était les premiers. C'est vrai qu'il y a eu un passage à vide. Après, il y a eu la révolution, crise économique et tout ça. Et la Banque centrale a plus axé ses orientations pour le secteur. On était plus axé à mettre en place les règles prudentielles, BAL 2, BAL 3, etc. On est passé par aussi la case noire du GAFI, et donc il fallait renforcer le secteur pour qu'il puisse sortir pour que le pays puisse sortir de cette liste noire en termes de conformité par rapport à la réglementation blanchiment d'argent et financement du terrorisme. Et ça a eu un impact sur le système puisque on a été obligé d'aller dans une digitalisation tout azimut pour mettre en place des plateformes de filtrage, de profilage pour détecter la moindre défaillance. Donc la digitalisation est en marche. On a une certaine maturité respectable, on a accusé un retard certes, mais on est en train de le rattraper. Je rappelle que le premier congrès sur la blockchain a été organisé par la Banque centrale il y a déjà 5 ans, que la Banque centrale a créé la Sandbox justement pour donner l'opportunité aux fintech de tester leurs solutions et gagner en agilité en matière de réglementation pour que la Banque centrale puisse ajuster sa réglementation. Et on est en train de travailler avec les fintechs. Les fintechs nous approchent et nous approchons des fintechs. Et encore une fois, la première banque qui a travaillé sur une digitalisation où les fintechs intervenaient à chaque maillon de la chaîne de valeur, c'était une banque publique. C'était la chaîne de valeur agricole. Ça a été accompagné par un cursus de formation au niveau de notre académie. Et donc, on est en train de faire énormément de choses. Et pour une question de timing, excusez-moi, moi j'ai des réunions après. Est-ce que vous avez pour les organisateurs, est-ce que vous avez prévu à quelle heure on finit, juste pour anticiper? À midi. Hein. Ah. Un quart d'heure. Une heure. Hein. Ok, merci. D'accord. Il y avait un dernier point, à savoir un défi à relever, à savoir qu'on est en train de perdre beaucoup de cadres, pas uniquement des ingénieurs, mais également des comptables et beaucoup de disciplines. Et c'est là le vrai défi. C'est là le vrai défi. Donc,
il va falloir trouver un moyen de les motiver, de les garder chez nous pour rattraper le retard et avancer beaucoup plus rapidement sur cette digitalisation. Voilà ce que j'avais à dire sur les volets RSE et digitalisation. Merci. Donc, Moi, j'ai une remarque par rapport à ça, si vous permettez. peut-être moi. Premièrement, je pense que les trois intervenants ici ne sont pas en train de dire... Je crois qu'il faut éviter des actions défensives. Et je pense que les trois intervenants ont dit ce qui va et ce qui ne va pas. Et je vais avoir un petit côté banquier brutal. Si à chaque fois, on soulève les problèmes en Tunisie, et à chaque fois, on nous répète « mais non, ça va », franchement, ça ne va pas se le faire et on n'avancera pas. D'autant plus, je crois que ce qui a été dit ici est extrêmement bienveillant, mais de l'autre côté, de dire ce qui ne marche pas. Et je pense aussi, on ne vise pas d'être normal. Si la Tunisie, je pense que c'est un peuple de génie qui a 3000 ans, il faut viser l'excellence. Alors, faire une convention avec l'université, machin, faire un truc, ça ne va pas se le faire. Je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de ça. Et moi, je préfère des séminaires comme ça, dans lesquels on dit ce qui ne marche pas, on insiste ce qui ne marche pas pour avoir l'opportunité de le faire, que de dire « ah oui, mais ça, mais ça, mais ça ». Ce n'est pas une question de communication et ça va beaucoup plus loin. Ce qui a été dit par la personne qui m'a précédé, ça va un peu plus loin. La RSE, l'économie verte, demain, les banques, ce n'est pas uniquement faire des actions de communication, de khayriyet pour l'éducation, ça va plus loin. Demain, il faut inclure ça dans la politique tarifaire. Okay, donc, même dans les mortgages simples, les crédits immobiliers, ça dépend de la consommation verte ou anti-verte. Les tarifs sur le mortgage sont différents. Donc, demain, il n'y a pas uniquement un spread de crédit, mais un spread aussi d'économie verte. Demain, il va y avoir des pénalisations aussi. Demain, il va y avoir des engagements, des émissions carbone. Demain, il va y avoir... Et demain, donc, ce n'est pas uniquement de communication. Sur l'économie inclusive, moi, je veux bien croire qu'on fait des actions pour financer l'éducation, mais enfin, on a un secteur économique qui est à 80% détenu, ce qu'on appelle des grandes opératrices familiales, etc. Il va falloir peut-être aussi repenser l'économie inclusive. L'économie inclusive, on a parlé des PME, on a parlé... Et donc, à ce moment-là, l'inclusivité, ce n'est pas uniquement que la banque, sur ce fonds propre, uniquement fait des actions de bénévolat ou de financement de gamins qui n'ont pas eu accès d'avoir la chance de nos enfants, mais aussi être un acteur de finance inclusive réelle, c'est-à-dire diversifier les capacités de financement à des PME. Donc voilà, donc c'est super ce qui s'est passé, c'est génial aussi, et ça c'est grâce à la femme tunisienne qui nous diversifie du genre dans les mécanismes de direction des banques, mais enfin, il faut aussi dire ce qui ne va pas et y aller. Pour répondre à l'action de quelles sont les urgences, moi, je pense que l'urgence, c'est assainir ce secteur financier. Je sais que ça ne plaît pas, mais on ne peut pas continuer avec une surbancarisation comme ça face aux défis. Voilà. Et il faut développer, il faut vraiment rendre visible toutes les actions réglementaires, y compris bancaires, d'ailleurs, ce que dit Madame, et choisir ses combats. Je veux dire, sur la digitalisation, choisir des secteurs dans lesquels on a des chances de réussir et s'y mettre à fond, et aussi rassembler les forces, que ce soit la Banque centrale, que ce soit les banques, que ce soit l'action publique. Merci Karim. On a deux petites questions dans la salle. Voilà. Et après, je donnerai la parole une dernière fois à Sihedi et à Madame Hané. Les questions dans la salle, s'il vous plaît. Rapidement. Bon, merci beaucoup. Donc, professeur Nedia Abou Bourteni, Université de la Manouba. En fait, il y a beau parler de l'environnement, de la durabilité, de tous ces concepts très intéressants, importants, qui sont cruciaux pour l'économie, mais la question fondamentale. Mais est-ce que l'économie est au service de l'environnement? Je ne pense pas. Parce que c'est une question qui interpelle les économistes dès lors qu'il faut assurer une croissance économique, un développement économique et en même temps sauvegarder l'environnement et protéger l'environnement. Alors, si je me réfère, par exemple, aux chaînes de valeur mondiales, les longues chaînes de valeur mondiales qui assurent l'inclusion financière et l'inclusion économique, eh bien, ces chaînes de valeur mondiales vont à l'encontre de la protection de l'environnement. Que faut-il faire en tant qu'économiste? C'est un challenge.
C'est un arbitrage qu'il faut faire entre croissance économique, protection de l'environnement. Faut-il peut-être casser ces chaînes de valeur mondiale et se contenter des courtes chaînes de valeur mondiale, par exemple, se pencher sur des chaînes de valeur régionales? Et donc voilà ma question qui interpelle en fait aussi bien les financiers que les économistes. Merci. Et elle est primordiale, je pense. Oui, Merci. monsieur. Ali Idriss, je suis journaliste économique chez Web Manager Center. J'espère que vous nous lisez parfois. Oui. Ce qui serait une bonne façon de perdre votre temps. Merci. Alors, bonjour à tous les panélistes. Sylvie dit bonjour, très heureux de vous retrouver. Alors, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de ferveur, vous disiez que le système bancaire parvenait à réserver 80% de son activité au financement de l'économie. Il n'y a toujours pas de croissance. Bon, alors, ma question est toute simple. Bonjour, c'est Karim. Vous avez parlé de digitalisation sans citer le cloud. Et il semblerait que ce soit la voie de délivrance des DSI, parce que le cloud, c'est vous évacuer tous les problèmes informatiques et vous vous occupez de la numérisation du métier. C'est peut-être ça, c'est peut-être de ça dont on a besoin. Alors, ma question, elle est très insolente. Vous savez, Syed disait que malgré tout, on arrivait à booster le PNB. Mais vous savez, il faut de temps en temps lire quelques annales qui ne sont pas très recommandées, telles que Sans blague pour mourir de rire. Et on pose une question très impertinente pour dire quelle est la différence entre le banquier et l'oiseau. Vous connaissez tous la réponse. Je vous l'évite. Alors, des PNB qui augmentent sans que l'économie bouge. C'est ce qu'on appelle un schéma d'économie de rente. Il est vrai qu'on est surbancarisé. Il y a beaucoup d'enseignes bancaires, mais il n'y a pas de concurrence dans le métier. C'est pour ça qu'il n'y a pas de transparence. Et alors, ma question, j'y viens. Selon les schémas tels que fait par Marshall ou Schumpeter, on dit les opérateurs traditionnalistes disparaîtront, d'autres prendront la place. Si Karim a omis de parler de néobanques, est-ce que les banques traditionnelles, qui restent sur des business models traditionnels, peuvent se réinventer? Ou alors sont-elles appelées à rester des banques de niche et à se faire supplanter par les néobanques? Merci, j'espère ne pas avoir... Merci. Le dernier, ouais, très rapidement. Alors, j'aimerais bien vous donner, moi c'est Ablaïs Darrouth, j'ai une entreprise dans la création de contenu et le développement médiatique, et j'ai envie de donner ma perception en tant qu'entreprise. On a écouté un petit peu les banquiers, etc. Nous, en tant qu'entreprise, comment on voit la banque? Tout simplement, le mot résilience qui est tourné depuis tout à l'heure, que c'est la force des banques en Tunisie. Nous, en tant qu'entreprise, on pense, c'est vrai que c'est une force, la résilience, même pour les entreprises, mais aussi, c'est une grosse faiblesse. Est-ce que vous vous rappelez de la crise financière en 2008 ? Et en Tunisie, après, on dit « Ouais, bravo, le seul pays au monde qui a... » Parce que, ouais, bien sûr, ben, si on se ferme, si on est une prison financière, bien sûr qu'on est résilient. Donc, moi, j'aimerais bien changer ce mot-là par une finance disruptive. Une finance qui change, une finance qui prend des risques. Et pour prendre des risques, il faut s'internationaliser. Deuxième point, lorsqu'on parle de RSE, et je remercie les intervenants, la RSE, c'est une responsabilité. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on a vécu quelque chose de très intéressant en Tunisie, les années 90, avec la mise à niveau. C'était un plan national, une stratégie, tout le monde allait de l'avant. Qu'est-ce qu'on attend ? Qu'est-ce qu'on attend pour se mettre peut-être aujourd'hui, ce qui se passe avec la taxe carbone, c'est 99% de Tunisiens ne savent pas c'est quoi. C'est que pourquoi aujourd'hui, derrière l'État, derrière les banques, derrière tout ce que vous voulez, on ne se regroupe pas comme on l'a fait jadis il y a 20 ans pour vraiment créer une vraie dynamique pour être à jour, c'est-à-dire à jour pas 2023, mais probablement ce qui nous attend dans 5-10 ans, et pour que nos enfants aussi prennent la main très bientôt. Merci. Oui, madame. Le micro. Merci beaucoup. En fait, moi, je voudrais rebondir sur une question, une problématique que je trouve très douloureuse.
c'est la rotation, la mobilité. Madame Hanan en a parlé, elle a carrément parlé de désertation des jeunes. Malheureusement, ce phénomène existe et c'est pour ça que je parle d'un phénomène douloureux. Mais je voudrais aussi préciser que c'est un phénomène que nous ne voyons pas seulement en Tunisie. Je prends le cas de la France. Il y a eu des statistiques sur les diplômés des grandes écoles en France. Ils partent tous. Ils ne restent plus en France. Donc, donc du coup, les Français, les sociétés françaises essaient de recruter les Tunisiens pour combler un peu, je dirais, ce besoin. On voit qu'il y a une mobilité à pas mal d'Européens, d'Américains qui partent au Moyen-Orient. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un phénomène mondial. La nouvelle jeunesse ou les nouveaux diplômés, ils ont une autre logique. Effectivement, c'est pas toujours le confort matériel. Des fois, c'est la qualité de vie, sachant que quand on dit qualité de vie, chacun son choix, chacun ce qu'il cherche, on va trouver des qualités de vie différentes. Et donc, bon, évidemment, pour la Tunisie, c'est très important pour nous d'essayer de comprendre cette jeunesse tunisienne, son objectif, et puis de quoi elle rêve pour essayer de la retenir et pour profiter de cette jeunesse qui est très active et qui réussit très bien à l'étranger et qu'on voudrait qu'elle réussisse aussi en Tunisie. Voilà, merci. Silhedi. Oui. 1 minute. Oui, et très rapidement. Croissance et croissance du PNB, croissance économique. Il a parfaitement raison. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos banques sont en train de financer ou le fonctionnement, ou je dirais les fonds de roulement, mais elles ne financent pas tellement d'investissements. C'est pour ça qu'il n'y a pas de croissance. Et bien, vous avez raison d'avoir noté ça. Et pourquoi? Parce que, évidemment, vous croyez, si vous prenez l'investissement par rapport au PIB, il n'a jamais chuté, il n'a jamais été aussi faible que ces 10 dernières années, et en particulier ces 4 dernières années. On est à peine à 13%. Impossible de faire de la croissance avec ça et de créer de l'emploi. Donc, vous avez raison. Oui, c'est résilient. Oui, ça finance l'économie, mais ça finance le fonctionnement de l'économie et non pas la croissance et le développement. Donc, deuxième question, problème je dirais, de conciliabilité entre environnement et croissance économique. Croissance économique, développement, environnement. Oui, madame, je crois qu'elle est professeure parce qu'elle a parfaitement raison. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est que on regarde la croissance économique. Là, on rentre dans une polémique un peu politique. Et là, je risque de rentrer en conflit avec les gens qui poussent pour le RSE. Les pays développés et la Chine se sont développés sans jamais tenir compte du coût environnemental. Et donc, c'est des investissements extrêmement rentables. Et aujourd'hui, on impose aux pays en voie de développement, attention, le RSE, l'environnement, les SDG, etc. Mais messieurs, dames, ça a un coût, ça. Si j'introduis toutes les dépenses nécessaires pour faire un projet environnementalement acceptable, il risque de ne pas être rentable du tout et aucune banque ne va me financer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On ne se développe pas, on ne crée pas de l'emploi. Quelque part, il faut qu'on trouve une solution. Soit une subvention, soit une incitation par le gouvernement, soit on se dit, vous, les pays en voie de développement, on va vous financer une bonne partie de la contre-valeur du carbone. Donc, moi, le prix carbone, je m'en fous, royalement. Par contre, payez-le-moi. Si vous voulez que je vous fasse des économies, donc impact environnemental moindre, il faut me le payer. Parce que vous avez fait 2 siècles de pollution et de développement économique et de croissance sans que vous payiez le moindre sou. Et moi, aujourd'hui, je dois le faire alors que je suis pauvre et je n'ai pas de ressources et j'ai du chômage. Donc là, on rentre dans le véritable problème. Et donc ça, vous avez raison de soulever ce problème, mais tout dépend, madame aussi. Il y a quand même des actions qu'on peut faire dans l'environnement qui coûtent pas cher et qui sont très utiles à nous. Comment vous imaginez en Tunisie au XXIe siècle, là, en 2022, aujourd'hui, plus de la moitié de nos villes n'ont pas de décharge publique. Plus de 2 tiers de nos villes ne collectent pas les ordures ménagères. C'est grave. Et ça n'a rien à voir avec, de l'autre côté, la croissance ou l'environnement. C'est un problème de politique interne. Et c'est un problème de fonctionnement de l'administration publique. Je suis obligée de vous couper. D'accord, vous avez raison. Juste pour vous dire, moi, j'aurais souhaité que le secteur privé ici, aujourd'hui, doit aussi demander des comptes au public.
et au gouvernement en disant où sont vos politiques de RSE, où sont vos politiques de protection de l'environnement, où sont vos politiques de croissance et de développement économique. C'est fondamental. Il ne s'agit pas tout le temps de demander aux entreprises privées, ceci, les banques, etc. Et vous, État, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Et c'est fondamental, y compris pour la digitalisation. Je m'arrête là. Merci. Une minute peut-être sur les néobanques et les clouds, si vous permettez, très rapidement. Donc, monsieur a eu raison de parler du cloud. On peut parler aussi de DevOps, l'agile, etc. Franchement, j'en ai pas parlé parce que, non, en faisant dans le cloud, les problèmes ne disparaissent pas. Le cloud, c'est juste la réservation d'un espace d'exploitation. Bon, grosso modo, pour vous donner une idée, ça représente 10% du coût aujourd'hui. Si vous prenez une banque qui part avant le cloud, après le cloud, c'est 10% du coût. Donc, bon, c'est important, mais c'est pas la solution miracle. Et d'ailleurs, les banques qui passent au cloud ne diminuent pas leur coût. Bon, c'est quelque chose de nécessaire, mais il faut pas surestimer son importance. Les néobanques, j'en ai parlé en fait en fintech. Néobanque, pour moi, c'est une fintech. Mais ne vous y trompez pas. D'ailleurs, je suis contre le terme néobanque. Elles ont d'énormes problèmes de franchise parce que c'est bien d'avoir. Généralement, elles sont focalisées sur deux choses. Généralement, je dis, c'est le paiement et le FX, donc le change. Mais attention, elles ont beaucoup de problèmes de franchise et elles finiront toutes dans les banques. Et aussi, les banques elles-mêmes, elles sont, si vous trouvez Santander, vous avez PagoNext, vous avez aussi des néobanques que vous ne voyez pas ou des marques bancaires qui sont nouvelles. Vous avez raison, ça permet d'accélérer la transformation. Mais une banque, une néobanque toute seule, sans bilan, pour résumer, sans franchise, sa durée de vie, elle est pas, du point de vue probabilité, énorme et elles finiront dans les banques. Merci, Kelly. Juste un dernier mot pour rebondir à ce que vient de dire Sylvie. Dit oui, je suis pas tout à fait d'accord par rapport au fait. C'est vrai que les pays développés, c'est eux qui étaient à l'origine en fait de la pollution, de l'impact, de la facture. En fait, CO2 avec laquelle on se retrouve aujourd'hui, mais on est tous dans le même bateau. Si le bateau coule, tout le monde coule, malheureusement, et on n'a pas en fait de marge de manœuvre pour faire autrement. Et j'invite, juste pour appuyer mes paroles, à dire que j'invite les personnes présentes à consulter les derniers stress tests qui ont été publiés par le réseau NGFS des banques centrales à l'échelle internationale et qui conclut clairement et qui chiffre le coût de l'inaction climatique, cela coûtera combien pour le secteur financier et qui établit clairement que le coût de l'inaction il est beaucoup plus élevé que le coût de l'action pour arrêter et pour agir contre ce réchauffement climatique en particulier. Oui, c'est difficile de s'attaquer à ces dossiers. Oui, nous, pays en voie de développement, on a besoin d'aide et d'accompagnement, notamment financier, pour avancer sur ces thématiques-là, mais on n'a pas le choix que d'avancer dans cette voie-là. Voilà. Merci à tous. Donc, merci à tout le monde, merci à nos intervenants. Et là, on arrive à la fin de notre première session. Merci encore de votre participation, de votre présence. On était honorés par vous aujourd'hui et à la prochaine session.